Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. De demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. President Kennedy died at 1 p.m. François Mitterrand est élu président de la République. Il est mort, le poète, réuni son compagnon en scène, Gilbert Bécaud. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libre. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, amis auditrices, auditeurs. Alors ce soir nous avons le plaisir, et enfin, parce que on devait l'inviter avant, mais cause censure, on n'a pas pu, donc on a décalé un accord avec Pierre. Ben, nous recevons Pierre Jovanovic, qui nous a déjà fait le plaisir de venir plusieurs fois. Bon, ben, ce soir on va vous présenter un livre, alors Adolf Hitler, ou la vengeance de la planche à billets, comment Hitler a pris le pouvoir grâce aux banquiers qui ont fabriqué sans interruption de la fausse monnaie et comment l'histoire a été réécrite totalement dans le déclenchement. Alors, on ne vous entend pas bien, hein. Je vous entends pas bien, moi. Hein. Vous m'entendez pas? Ouais, ton micro, Portos, il est pas, c'est pas génial. Il faut vraiment que vous rapprochiez de votre micro. Hein. D'accord. Ben, je vais vous passer la parole, Pierre, déjà pour vous saluer. Comment allez-vous? Bah, écoutez, très bien, c'est très gentil de m'accueillir à nouveau avec les mousquetaires de l'info. Allô? Oui, oui. Et les camarades Athos et Aramis, comment vont-ils? Bonsoir à tous nos auditrices, tous nos auditeurs. Bonsoir à notre invité. Bonsoir à vous deux, mes camarades. Bah, écoutez, très heureux de recevoir encore une fois Monsieur Jovanovic pour nous présenter ce livre-là qui est ancien, mais qui est d'actualité et dont on va parler avec grand plaisir. Exactement. Aramis? Oui, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Et ben écoutez, ouais, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, un petit peu exceptionnelle. Donc, on reçoit Monsieur Jovanovic qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Et donc, à ce titre, on va essayer justement de développer un petit peu son travail sur ce livre. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs l'ont lu, mais je pense que parmi nos auditeurs, il y en a qui l'ont lu. En tout cas, nous, on l'a lu. Moi, je l'ai lu il y a déjà 2-3 ans. Et c'est un livre qui, c'est ce qu'on disait en privé juste avant de commencer l'émission, qui est totalement d'actualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense il va être très intéressant d'en parler. Et encore merci, Monsieur Jovanovic, de nous faire l'honneur de vous recevoir. Voilà. Bah, c'est très gentil. Je suis très flatté. C'est un plaisir de vous avoir, effectivement. Vous m'entendez bien, là? Oui, mais votre micro, là, il a perdu ses aigus. Alors, je ne sais pas si c'est le bonnet, là, ou on n'a plus d'aigus. Hein. Vous êtes comme si vous parliez dans une boîte de conserve. Ça va, vous m'entendez? On vous entend, mais enfin, moi, en tout cas, c'est pas terrible, hein, le son. Alors que Aramis, c'est très bien, tout aussi. Bon, mais Aramis, je te laisse développer si tu veux, je vais régler le problème. Ouais, ok, très bien. Ok, bon, alors, Monsieur Jovanovic, alors moi, en préambule, il y a une question qui me paraît intéressante, c'est est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse de ce livre,
Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce genre d'ouvrage et puis essayer de le recontextualiser dans l'époque, à quelle année il a été paru et puis voilà, quel était votre but par rapport à cette écriture? Alors, d'abord, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets est sorti il y a à peu près 4 ans ou 5 ans de mémoire, parce que je l'ai écrit d'une traite. J'ai commencé en Espagne pendant les vacances, parce que j'ai lu le rapport de l'OSS, CIA donc, et l'OSS avait embauché plusieurs psychiatres pour établir le profil psychologique de Hitler, et cela dès les années 30. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement ancien. C'est un rapport qui n'a jamais été publié en France, et dans ce rapport, ils abordent, si vous voulez, le surnaturel, entre guillemets, qui entoure Hitler. C'est-à-dire que quand je dis le surnaturel qui entoure Hitler, c'est pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il a été sauvé à plusieurs reprises par des voix, par un chien, par des intuitions absolument fulgurantes. Et c'est une partie, si vous voulez, qui m'a vraiment fasciné, parce que ça touchait, si vous voulez, mon livre enquête sur l'existence des anges gardiens. En fait, les expériences que Hitler a vécues dans les tranchées de la guerre de 14-18, en fait, elles auraient pu se trouver dans mon livre enquête sur l'existence des anges gardiens. Et ce qui m'a fasciné, si vous voulez, c'est que la raison pour laquelle Hitler est entré en politique, alors qu'il était un agent de renseignement militaire, et donc il avait été envoyé pour surveiller un petit groupe de politiciens qui il tenait dans une cabine téléphonique à l'arrière d'un café, et il parlait, si vous voulez, de la dette. Et là, il a d'un seul coup compris, si vous voulez, que la dette de l'Allemagne, et surtout l'utilisation de la fausse monnaie, c'était contre ça qu'il devait se battre. Et là, j'ai eu un moment eureka, si je puis dire, parce que je me suis rendu compte, si vous voulez, à quel point on nous a menti depuis toutes ces années, que l'histoire a été entièrement réécrite, en disant ou du moins modifiée, en disant que Hitler c'était un antisémite, et que en fait il a fait la guerre uniquement pour tuer tous les juifs. Pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que sur la base du rapport de la CIA, enfin de OSS, pardon, je me suis vraiment penché sur la question. Et alors là, je suis allé de découverte en découverte. Voilà. Et donc je me suis rendu compte, si vous voulez, à quel point on nous ment depuis toutes ces années. Cette deuxième guerre mondiale, elle est due surtout au fait que les banquiers centraux, si vous voulez, aient utilisé la planche à billets. Voilà. Ils ont imprimé comme des malades, et ça a été un enchaînement, mais alors véritablement un enchaînement, si vous voulez, de circonstances. C'est comme une mécanique bien huilée, vous voyez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fabriquez de la fausse monnaie, eh bien, vous déclenchez tout un tas de processus que les gouverneurs de banque centrale et les économistes, enfin les pseudo-économistes encore moins, sauf Keynes, précisons-le, n'ont jamais vu. Voilà. Ce qui a fait la célébrité de Keynes, ne l'oubliez jamais, c'est que lorsque l'Allemagne a été condamnée lors du traité de Versailles à payer je ne sais plus combien de milliards de pièces d'or, eh bien Keynes a dit ceci va ouvrir la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et la Deuxième Guerre mondiale commence fondamentalement avec les banques allemandes, précisons-le. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est mieux. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve. Ah ben super. D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur Jovanovic, alors ce livre, sincèrement, je le recommande parce que c'est vraiment un rétablissement un peu de l'histoire qui s'est passée.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on regarde, en plus on en a beaucoup sur les chaînes télé, des documentaires sur Hitler, on n'incrimine jamais le rôle qu'on peut avoir les banquiers, en sachant que sans financement, Hitler n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et non, mais attendez, je suis pas d'accord. Oubliez les histoires de financement. Oubliez les histoires de financement. Ça n'a strictement rien à voir. Tout homme politique, à un moment donné, est financé. Mussolini était financé, Idi Amin Dada était financé, tout le monde était financé. Vous avez, quel que soit l'homme politique, vous avez les entreprises, si vous voulez, elles viennent financer parce qu'elles vont dans leur... parce que l'homme politique, on va dire, va dans le sens de leurs intérêts. Je vous rappelle que les Américains ont financé, financé, ils n'ont pas financé Hitler directement, ils ont financé l'industrie allemande parce que ça faisait partie de leurs investissements. Ce que ce livre rétablit, c'est que Hitler n'aurait jamais pu prendre le pouvoir sans la faillite des 3 plus grandes banques allemandes. Voilà. Je pense que vous avez la liste. Moi, je n'ai pas le livre. Là. Je me suis fait dépouiller de tous mes, de tous mes livres. Vous avez en l'espace de 3 mois ou 4 mois, imaginez, par exemple, imaginez qu'en France, la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole fassent faillite en l'espace de 4 mois. Voilà, en train de ruiner tous les Allemands. Je vous rappelle que Hitler avait fait des scores moyens, voire médiocres, si vous voulez, aux élections, mais que la faillite des 3 plus grandes banques allemandes a amené les Allemands à demander qu'on mette de l'ordre dans ce pays. Voilà. Ils ont vécu la partie planche à billets, la République de Weimar. Et n'oubliez pas, la République de Weimar, si vous voulez, ça a été la nourrice, ça a été le berceau du nazisme. Hitler n'aurait jamais pu embaucher autant de monde dans ses forces civiles, si il n'y avait pas eu la famine. Donc, le groupe d'Hitler donnait à manger. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient au chômage, en fait, retrouvaient dans le groupe d'Hitler, dans le groupe national-socialiste, ils avaient aussi à manger. C'est très important de préciser ça. Donc, et l'ensemble de tout cela, plus, parce qu'il y a eu deux lames, deux lames gilettes qui sont venues tondre les Allemands. D'abord, vous avez eu la planche à billets, donc dans la période 1920, 23, etc. Et ensuite, vous avez eu 1929, la faillite de Wall Street, lorsque Wall Street a explosé, rappelez-vous, le jeudi noir, en octobre. Eh bien, un an plus tard, si vous voulez, tous les capitaux américains ont quitté l'Europe, et l'Allemagne en particulier, et sont repartis aux États-Unis. Et donc, ça a créé un chômage absolument considérable. Et d'ailleurs, dans le livre, vous avez une photo, je ne sais pas si vous pouvez la montrer, vous avez une photo où vous avez une file, je ne sais pas, il y a peut-être 1000, 1200 personnes qui attendent pour pointer au chômage et pour toucher quelques centimes ou un bout de pain. Et sur un mur, il y a marqué « Votez Adolf Hitler ». C'est une photo qui est vraiment extrêmement puissante. Donc, c'est le chômage. Le chômage, en particulier, si vous voulez, ont véritablement permis aux nazis, si vous voulez, aux national-socialistes, de prendre le pouvoir. Parce que le pays était dans un état absolument désastreux. Et n'oubliez pas, la planche à billets n'a fait que rendre les riches encore plus riches, alors que 98% du reste de la population s'est retrouvé effectivement dans la misère la plus totale. Oui, absolument, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on écrit dans les reportages, jamais on parle de ça pour dire que quand même les banquiers ont un rôle tout aussi important que Hitler dans le massacre des Juifs. Et quelque part, on occulte. Vous, grâce à ce livre, vous avez rétabli une certaine vérité. Il est très bien écrit. Mais voilà, l'histoire a été écrite d'une façon
un peu falsifié. Attendez, je veux dire, les documentaires que vous voyez à la télévision, et j'ai fait un inventaire à la fin du livre. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que là, il fait la vaisselle, là? C'est quoi le délire, là? J'entends un boucan pas possible. Allô? Ah non, ouais. Mais là, non, il y a, je pense, enfin, je sais pas, moi je suis assis tranquillement. D'accord. Je sais pas, j'entends du bruit là, comme si quelqu'un déménageait là. Moi aussi, j'ai un bruit de fond, mais je sais pas du ouais. Moi aussi, j'ai un bruit de fond. Je suis dans mon jardin, donc. D'accord. Bah, écoutez, du coup, je sais plus où j'en étais. Vous pouvez pas fermer les fenêtres? J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de bruit. Parce que moi, j'ai un retour très curieux. Hein. Je sais pas si vous avez des fenêtres ouvertes ou quelque chose. Ouais, voilà. Vous voyez, ça continue. Ah ouais. Et là, ça va, là? Bon, là, ça va. A priori, il n'y a plus de bruit. Oui, on disait sur les reportages, oui, il y a beaucoup... sur les reportages, donc j'ai fait l'inventaire, si vous voulez, de tous les documentaires qui ont été faits depuis à peu près 60 ans sur Hitler, son parcours, blabla, etc. J'ai lu un nombre incalculable de livres, de biographies et que sais-je encore. Là aussi, vous avez tout à la fin du livre. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est que pas un seul journaliste, pas un seul écrivain, pas un seul historien n'a mis... en fait, il vous parle de la crise de Wall Street, de l'effondrement de Wall Street en 1929 et des conséquences, ou il vous balaye juste en 2 secondes. En 2 secondes. Et tout le reste, si vous voulez, c'est effectivement sur la dictature, sur les juifs, etc. Il n'y a rien, si vous voulez, qui montre ce qui s'est véritablement passé. Et c'est absolument criminel. Ces historiens sont encore plus criminels, si vous voulez, techniquement que Hitler, parce qu'ils mentent à la population. Moi, je trouve ça absolument effrayant. Effrayant comment dire... je vous donne un exemple. Vous avez Hitler avait dit aux différents gouvernements européens et américains, il dit voilà, moi je ne veux plus des juifs, ils me saoulent, vous les prenez tous. À la limite, il était même prêt à les payer. Voilà. Il était même prêt à les mettre sur un paquebot, mais il voulait absolument que tous les autres pays, si vous voulez, prennent tous les juifs allemands qui vivaient en Allemagne. Donc, tous ces pays, si vous voulez, les représentants de tous ces pays, dans lesquels il y avait, par exemple, la future première ministre israélienne, Madame Golda Meir. Madame Golda Meir était là, à Évian, avec les Français, les Américains, les Espagnols, les Guatémaltèques, les Salvadoriens et que sais-je encore. Enfin bon, bref, il y avait 130 de mémoire. Hein, il y avait 130 pays qui étaient réunis dans le Grand Hôtel d'Évian. Et ils ont, pendant 1 mois ou 3 semaines, ils ont discuté entre eux, puis finalement, au bout de 3 semaines, et après avoir visité tous les bordels de la ville d'Évian, ils ont décidé de dire à Hitler que bon, finalement, il devait garder ses juifs. Voilà. Non, oui, c'est quand même la preuve. C'est quand même la preuve, si vous voulez, qu'il y a un crime, si vous voulez, qui a été fait ici par tous les pays qui avaient compris, si vous voulez, que Hitler voulait se débarrasser des Juifs, mais ils ont préféré détourner le regard et lui dire carrément non, non, nous on n'en veut pas, tu te les gardes, hein, tu gardes tes Juifs. Il n'y a que 2 pays, qui ont accepté de dire nous on prend les Juifs, les Juifs allemands, on les prend. C'est de mémoire, hein, je crois que c'est la République dominicaine et je ne sais plus quel autre pays d'Amérique latine. Alors, vous remettez-vous dans le contexte de l'époque, hein, on est dans les années 30, on n'est pas encore à l'avion de réaction, il vous faut à peu près 1 mois pour y aller, quoi. Voilà. Donc, et tous ces gens se sont lavés les mains, si vous voulez, c'était Ponce Pilate, quoi. Voilà. Non, vous gardez vos juifs. Et ils savaient pertinemment ce qui allait se passer. D'autant plus, si vous voulez, que Adolf Hitler ne s'est jamais caché de ce qu'il allait faire. Hein, il suffisait de lire Mein Kampf. Tout était clairement établi dedans. Voilà. Oui, c'est la fameuse conférence d'Évian en 1930. Et personne, aucun des historiens,
aucun des documentalistes, etc., je ne vous parle même pas des banques, hein, des banques en faillite, etc., n'a abordé, si vous voulez, la réunion d'Évian. Voilà. Hein, vous avez un chapitre qui est entièrement consacré, au sujet. Donc c'est une immense arnaque. Et je le comprends finalement parce que la France, l'Angleterre, les Américains ne voulaient pas accueillir les Juifs allemands. Voilà. Roosevelt n'en voulait pas. Hein, c'était clairement sa position. C'est ça que vous devez voir. Oui, quelque part, ils ont. Alors, c'est peut-être pas le mot, mais ils ont donné un blanc-seing à Hitler pour faire ce qu'il a fait. Ben, bien sûr, évidemment. Parce qu'il connaissait ses positions et que. Mais c'est vrai que on nous en parle jamais de ça, quoi. Si, mais non, la réunion d'Évian, c'est la chose la plus importante. Et il était vital, si vous voulez, pour aujourd'hui, pour tous les. Surtout, n'en parlons pas. Surtout, n'en parlons pas. Hein, c'est parce que c'est extrêmement gênant. Il est préférable, si vous voulez, de tout mettre sur le dos de Hitler. Alors effectivement, il emporte ils ont mis en place la solution finale, hein, donc ça c'est clair. Mais avant toute chose, si vous voulez, les 130 pays qui étaient en réunion à Évian, ils auraient pu largement les sauver. Hein, je ne blanchis pas Hitler, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah oui. C'est le cas de le dire. Non, mais comme on dit, derrière tout grand dictateur, il y a homme autoritaire, il y a de grandes banques et de grands financements. On le voit actuellement hein, dans les guerres qu'on vit ou les guerres vécues. Un dictateur, il a besoin de financement. Donc, il y a des gens derrière qui font la sourde oreille, qui nous sortent des pseudo-valeurs, mais qui derrière prennent de l'argent. Et même oui, mais non, je vous ai dit tout à l'heure, cette question n'est pas, it's not relevant, comme on dit en anglais. C'est quel que soit un dictateur ou quel que soit le politique, un dictateur ou pas dictateur, je veux dire, les entreprises sont toujours prêtes à tirer leur épingle du jeu en finançant n'importe qui. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, vous ne pouvez pas. Vous avez des entreprises françaises hein, qui ont financé Hitler. Je vous le rappelle. Je vous rappelle que toute la presse française, à l'époque, a joyeusement collaboré. Hein, il y avait plein d'envoyés spéciaux qui allaient à Berlin pour voir Hitler, qui nous présentaient Hitler, si vous voulez, comme un homme de paix. La presse française de l'époque a permis aux entreprises françaises de travailler régulièrement, si vous voulez, avec le gouvernement d'Hitler. Ouais. Bien avant qu'il envahisse la France, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est valable pour tout. On me parle régulièrement, oui, en me disant oui, Wall Street a financé Hitler. Oui, bah il y a pas que Wall Street, les Anglais, tout le monde. Mais en fait, c'est un mot. Je veux dire, les entreprises font du business, c'est tout. Je veux dire, je sais pas moi, par exemple, vous êtes obèse et vous allez dans un McDo. Le vendeur du McDo, il va pas vous dire, monsieur, vous pesez 150 kilos, je vais pas vous vendre mes Big Mac. Vous comprenez? Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Aramis. Oui, je vous écoute. Oui, non, mais alors moi, oui, alors moi, ce que je voulais, la chose sur, si M. Jovanovic veut bien, j'aurais aimé revenir un petit peu à l'histoire d'Hitler, parce qu'il y a des trucs qui sont très intéressants, je trouve, dans votre livre au départ, et notamment le fait que c'était quelqu'un qui était complètement, on va dire, dans une situation sociale très précaire, et que vous parlez à un moment justement qu'il n'avait aucune sorte d'hostilité contre la communauté juive à cette époque-là, puisqu'il était oui, allez-y. Il s'était même fait aider. Je vous entends plus. On ne t'entend plus, Aramis. Aramis. Mais c'est vrai que Hitler venait d'un milieu très très pauvre à la base. Il vient d'un milieu très pauvre, pardon. Non, c'est pas qu'il venait d'un milieu très pauvre, on va dire, c'est un milieu moyen. Son père était garde-barrière ou douanier, douanier, hein, et il voulait que Hitler devienne douanier également. Vous savez, moi, il y a un épisode qui m'a vraiment marqué dans son enfance, si vous voulez, c'est quand il a failli se noyer, quand il avait 4 ans.
et qu'il a été sauvé par le curé catholique du village qui a plongé dans le lac pour le ramener. Donc vous voyez que quand c'est pas l'heure de mourir, c'est pas l'heure, et que tout homme a un destin à accomplir. Et c'est là où ça devient intéressant, si vous voulez, quand on regarde du point de vue de toutes les tentatives d'assassinat auxquelles Adolf Hitler a échappé. Il y en a à peu près 60 ou 70. D'ailleurs, au même titre, on peut le comparer. On peut comparer le parcours individuel d'Hitler à celui de Yasser Arafat. Yasser Arafat a eu plus d'une centaine, je crois, ou 120 tentatives d'assassinat de la part d'Israël. Et un jour, un journaliste lui a demandé, mais comment avez-vous réussi à sortir vivant de toutes ces tentatives d'assassinat? Et là, Yasser Arafat a mis la main à sa médaille en or, qui était une croix de Lorraine. Et cette croix de Lorraine, c'était le général de Gaulle qui lui avait offerte. Et Yasser Arafat a dit, voilà, c'est ça ma protection. Donc vous voyez, Adolf Hitler échappe à 80 ou 90 tentatives d'assassinat, j'en raconte un certain nombre, et c'est également le cas de Yasser Arafat. Voilà. Et Yasser Arafat, si vous voulez, moi je trouve que les deux ont un parcours absolument stupéfiant parce que, et cela reconfirme à nouveau quelque chose que j'ai établi, si vous voulez, dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est-à-dire que quand ce n'est pas l'heure de mourir, vous ne pouvez pas mourir. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vous ranimer. Voilà. Si votre heure H n'est pas arrivée, eh bien, vous continuez. Voilà. Alors, on dit qu'il avait des préventions mystiques. Est-ce que c'est vrai ça? Comme des alertes, un chien qui bouge, des trucs qui lui ont sauvé la vie énormément de fois. Parce que comme vous le disiez si justement, je crois qu'il a 70 ou 80 tentatives d'assassinat. Et c'est phénoménal, quoi. Il s'en sort, quoi. C'est-à-dire que non seulement il s'en sort, ça veut dire aussi surtout qu'il a un très bon ange gardien. N'oubliez pas, tout le monde a un ange gardien, y compris les gens, les pires criminels. Donc, mais le rôle de l'ange gardien, c'est de garder son protégé, hein, voilà, du mieux qu'il peut. Donc, et tant que leur H n'est pas venu, eh bien, il continue malheureusement. C'est le cas des serial killers, par exemple. Hein, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Hein, c'est très mystérieux tout ça. Hein, là, on est, si vous voulez, on est dans un environnement extraordinaire. Le rapport de la CIA, de l'OSS, établit clairement, si vous voulez, il parle même à un moment donné, si vous voulez, que Hitler a un côté possédé. C'est-à-dire que des forces occultes, des forces surnaturelles le possèdent pendant ses discours. Vous voyez, pour qu'un psychiatre vous dise ça, c'est que lui-même est dépassé. Hein, et n'oubliez pas, puisqu'on parle de psychiatrie, la différence entre Sigmund Freud et Carl Jung, c'est que Freud ne voulait pas franchir le seuil du surnaturel, alors que Jung l'a fait. Voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, Jung a rencontré son ange gardien à la fin de sa vie lorsqu'il a fait... Ah. Appareil déconnecté. Il a sauté. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ça a sauté. Ouais. Mais le réseau, il n'est pas top. Hein. Ouais. Je pense qu'il va essayer de revenir. Mais c'est vraiment un livre incroyable parce que ça, même moi, à force de nous répéter comment s'est passée la Seconde Guerre mondiale et tout, on se dit oui, c'est l'histoire. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. On voit qu'il y aurait certainement beaucoup d'autres personnes à mettre dans ce massacre, quoi, cette horreur qu'il y a eu. On parlait de la conférence d'Évian ou la convention d'Évian, c'est en 1938. Les gens, ces pays qui participent savent ce que pense Hitler, savent sa politique et ne font rien, quoi. Donc, ça serait bien que de temps en temps, il soit cité aussi, quoi. Ah voilà, il est là.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. C'est très bizarre tous ces trucs. Voilà, mais ça fonctionne. Et il y avait un truc paradoxal, Pierre, chez Hitler, c'est que en privé, c'était avec les femmes et tout, c'était quelqu'un de très timide. Par contre, devant une foule, c'était un orateur exceptionnel, quoi. C'est ce que vous étiez en train de dire un peu, c'est qu'il avait un degré de folie quand il était devant une foule qui lui permettait de se transcender, quoi. Oui, tout à fait, si vous voulez. C'est comme, vous savez, c'est comme, vous savez, moi j'ai eu l'occasion de voir ça. Hein. J'ai eu l'occasion de voir ça, notamment chez les musiciens. C'est-à-dire que quand ils sont en concert, ils sont sur scène. À un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui est là, à leur place. Je l'ai vu notamment avec Trent Reznor de Nine Inch Nails. Je l'ai vu à Los Angeles à deux reprises. Je l'ai vu avec Christian Vander de Magma. Je l'ai vu avec In Excess, enfin bon voilà. Mais ce qui m'a le plus marqué, effectivement, c'est Christian Vander de Magma et Trent Reznor de Nine Inch Nails. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un état second, et c'est un autre esprit. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont, j'aime pas tellement le terme, mais ils sont possédés, on va dire possédés par un autre esprit. Voilà, aussi simple que ça. Vous savez, moi j'avais un oncle qui était c'était un mécanicien, et c'était un mécanicien absolument invraisemblable dans le sens où il écoutait un pot d'échappement, il pouvait vous dire exactement où était le problème du moteur. Vous voyez, c'est vraiment un orfèvre dans son domaine. C'était un homme absolument charmant, sauf quand il buvait. Et quand il buvait, quand il devenait, quand il buvait, enfin vraiment, il est dans un truc, comment dire. Dans un coma éthylique, on va dire proche du coma éthylique, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui était à sa place. Il devenait extrêmement agressif, vulgaire. Enfin, c'était pas lui. Personne ne le reconnaissait dans la famille. Alors là, j'entends du bruit à nouveau. Là, il y a un chuintement. Je ne sais pas d'où ça vient. Là, vous entendez ? Allô ? Oui, moi j'ai une question, parce que j'étais en train de regarder des passages de votre livre. Vous faites une référence, moi qui j'avais pas noté, et qu'en regardant, je me suis dit, tiens, effectivement, la question se pose. Vous faites le parallèle entre Adolf Hitler qui termine brûlé comme Jeanne d'Arc, et vous posez la question de savoir si c'est le prix à payer pour entendre des voix. Je trouve que votre question est très pertinente. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir posée. Je vais faire mon El Kabash, là, vous voyez, le Georges Marchais, vous voyez. Non, c'est vrai, maintenant que vous le dites, oui, effectivement, j'ai fait cette relation, mais je ne suis pas le seul à l'avoir faite. C'est le Premier ministre canadien qui l'avait fait quand il avait rencontré Hitler, et il voyait en Hitler Jeanne d'Arc. Et c'était formidablement bien vu, puisque techniquement, Hitler a fini comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire brûlé, pour avoir. Et les deux ont entendu des voix. Et donc, c'est pour ça que j'ai établi, si vous voulez, que Adolf Hitler est le Jeanne d'Arc allemand. Hein, voilà. Mais le Premier ministre canadien qui a rencontré Hitler, qui l'a vu, on peut quand même se reposer, si vous voulez, sur son jugement, effectivement. Donc, effectivement, je pense que c'est le prix à payer, absolument. C'est-à-dire que si une porte est ouverte, bien, à un moment donné, il y a un rééquilibrage. Si le ciel vous a trop donné, on va dire, trop donné, à un moment donné, on vous le reprend. Hein, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'interprète, mais c'est également le cas, si vous voulez, et ça vous le verrez dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, vous le verrez chez tous les mystiques, par exemple. Hein, tous les mystiques, les stigmatisés, vous savez, les grandes saintes de l'histoire catholique, etc. Sainte Catherine de Sienne, Thérèse Neumann, par exemple. Je pense à Thérèse Neumann. Voilà. Donc, il y a un prix à payer qui est véritablement très, très, très cher. Et Jeanne d'Arc et Hitler l'ont payé, effectivement. C'est une très, très bonne observation de votre part. Aramis, je t'en prie. Oui, alors moi je voulais revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'histoire même de Hitler.
Et en fait, vous parlez. Alors, attendez, Aramis, parce que je ne sais pas si c'est votre télé qui est ouverte derrière vous ou si c'est un écho. Alors, c'est peut-être un. Attendez, je vais essayer de régler ça. Hop. Tiens, vas-y, Portos, prends la parole. Je vais essayer de régler ça vite fait. Je ne sais pas si c'est votre femme qui écoute la télé. Non, je suis tout seul aujourd'hui. Portos, prends le relais, je vais essayer de régler ça. Vas-y. Alors, je tiens à préciser que l'OSS, c'est la future CIA. Donc, c'est tous des documents officiels que vous êtes appuyés pour faire cette enquête. Ah oui, non, mais c'est un peu plus officiel. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant tout est public. Donc, on a eu encore plus de documents. La preuve, c'est que je les ai mis dans le livre. Vous savez, les agents de l'OSS étaient tout aussi fascinés que moi sur les capacités, sur cet environnement surnaturel qui entourait Hitler. Je veux dire, c'est pas rien. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne pouvez pas mourir si votre heure n'est pas arrivée, hein, l'heure H. D'accord? Regardez qu'est-ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. La première Grande Guerre. C'est le chauffeur de l'archiduc qui s'est planté de rue, il s'est trompé, il a fait une marche arrière, il a pris une mauvaise sortie et il s'est retrouvé à nouveau face à Gavrilo Princip qui, n'en revenant pas, a sorti son revolver et l'a assassiné. Et cela a déclenché toute la série, si vous voulez, il y a eu 9 pays qui se sont déclarés la guerre en août et septembre 1914, il faut peut-être le rappeler. Les gens ne font pas assez attention à ça. Il y a quand même des détails, si vous voulez, qui sont importants, mais ceci est quelque chose de normal puisque tout être humain ne veut pas voir qu'il est mortel. Et donc, en ce sens, il refuse de voir les informations qui ne conviennent pas à son logiciel qui est, lui, programmé pour la survie. Vous me suivez ? Voilà. Fait, ouais. La Première Guerre mondiale, si vous voulez, tient au fait que le chauffeur s'est planté a pris une mauvaise sortie. Hein, voilà. Vous reprenez l'histoire de Gavrilo Princip, vous savez, ce Serbe bosniaque, Serbe surtout, qui a porté l'estocade finale. Alors, Athos, je vois la question de Borrelia. Tu veux la poser? Vous la voyez. Alors, Monsieur Jovanovic, que pensez-vous des sommes d'argent en provenance de BOA pour l'Allemagne? Je sais pas ce que c'est BOA. Qu'est-ce qu'il veut dire BOA pour Elia? Mais je ne sais pas ce que c'est que cette question, elle est trop vague, hein. C'est pas assez précis. Je n'ai pas compris moi aussi le BOA. Je que c'est Bank of America, mais j'en sais rien en fait. En attendant, moi j'avais encore une petite remarque à faire. Quand vous parlez dans le livre, vous parlez de la leçon donnée par Thomas Mann dans un de ses livres où il parle de la fausse monnaie transformant le citoyen et les amenant à devenir aussi faux que les billets de la banque centrale. Vous entendez quoi en fait par là? Bah, c'est pas moi, hein, c'est Thomas Mann. Oui, c'est quoi votre interprétation, je voulais dire. Excusez-moi, je voulais dire, c'est quoi votre interprétation? Bah oui, c'est-à-dire que la planche à billets, la planche à billets, la planche à billets, si vous voulez, rend les gens fous. Et on le voit en ce moment même en Europe. Je veux dire, les banquiers sont devenus fous, tout le monde est devenu complètement fou. Résultat des courses, ça a déclenché l'hyperinflation. C'est tout à fait logique. Mais à l'époque de Weimar, il faut quand même vous replonger. Vous aviez une rue à Berlin où toutes les femmes enceintes, où il y avait une rue où il n'y avait que des putes, des prostituées, une centaine de nanas, de femmes enceintes, 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui se prostituaient juste pour gagner quelques billets pour s'acheter à manger. On en était là à Berlin.
où vous aviez des rues, où vous aviez des centaines de femmes enceintes qui se prostituaient publiquement. Je ne sais pas si vous réalisez. Je crois c'est pour ça, si vous voulez, que ce livre, moi, franchement, j'invite vos spectateurs à aller sur le jardindevivre.fr, commandez-le, lisez-le cet été. C'est vraiment, vous allez voir, parce que c'est important, c'est ce qui nous attend là, prochainement. Les gouvernements ont tellement imprimé de faux billets, si vous voulez, que là, maintenant, on se dirige dans ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Voilà. Je vous ai expliqué depuis des années, ça fait depuis 15 ans, toute utilisation de fausses monnaies amène une dictature. On a eu la dictature sanitaire, et toute utilisation de fausses monnaies, donc après la dictature, amène la guerre. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé en France après la Révolution française. On a eu Bonaparte, parce que je vous rappelle que les Français n'étaient pas les derniers à faire de la fausse monnaie, que personne n'acceptait. Et c'était la même chose en Allemagne. Je vous rappelle que la moitié des gens qui ont été guillotinés, c'était des commerçants qui refusaient d'accepter les assignats et les mandats nationaux. Voilà. C'était des agriculteurs et des commerçants. Voilà. Parce que la monnaie ne valait plus rien. Et faites le parallèle, si vous voulez, avec ça, et ce qui s'est passé en 2001 en Argentine, où toutes les bourgeoises de Buenos Aires ont vendu leur argenterie, leurs tableaux, etc., dans la rue au bout d'une semaine. Sans parler de celles qui se prostituaient, effectivement, pour acheter un peu de la viande, du pain et des œufs, exactement comme à Berlin, comme en Allemagne des années 30. Est-ce que ça n'a pas été le début finalement de période où on produisait de moins en moins, c'est actuellement aussi, pour imprimer de plus en plus en fait. Au niveau production, je parle manuel, tout ça, ça a baissé, mais on produit, on imprime de l'argent, quoi. Est-ce que actuellement c'est le cas encore? Alors, j'ai pas tout à fait compris votre question là. En fait, on est de moins en moins producteur, mais pour couvrir tout ça, on imprime de plus en plus de la fausse monnaie, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Là, il y a si vous voulez, la guerre. La guerre en Ukraine, si vous voulez, n'a fait qu'accélérer, si vous voulez, tout ce qui a déjà été créé par les planches à billets depuis 2007-2008. Donc maintenant, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc s'il y a moins de production, d'une part, c'est le Covid. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite, qui sont morts, les effets secondaires, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, les compagnies aériennes ne peuvent pas reprendre leur trafic normal. On a vu aux États-Unis des milliers de vols qui ont été annulés. Et ça, depuis à peu près 6 mois. EasyJet annule des vols en permanence. TUI annule des vols en permanence, etc. parce qu'ils n'ont plus le personnel. Ils ont viré tout le monde. Ils ont viré les pilotes, ils ont viré les hôtesses, le personnel au sol. Résultat des courses, il n'y a plus que la moitié qui reviennent. Alors là, c'est un problème aujourd'hui pour reprendre, oui, c'est clair. Ouais. Alors moi, je vais refaire un peu de pub. C'est les entreprises, pour la fabrication, voilà, toute la chaîne d'approvisionnement, toute la logistique est plombée en fait. Donc moi, je vais refaire un peu de pub. Alors, je vais recommander encore une fois le livre de Monsieur Jovanovic, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets aux éditions Le Jardin du Livre, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a énormément de documents, énormément de photos d'archives, énormément d'articles de journaux d'archives dans le livre, et que c'est important pour la compréhension des éléments que Monsieur Jovanovic vous donne. Oui, non, mais c'est surtout pour comprendre ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, mois. Voilà, c'est ça. Octobre, novembre, décembre vont être particuliers. Ça va être terrible. Oui, on le voit. Enfin, on le vit, exactement. C'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Notre argent perd de la valeur. Enfin, notre argent, encore une fois, le nôtre est peut-être en trop. Enfin, oui, l'argent voilà. C'est leur argent. L'argent perd de la valeur et en contrepartie, on va se retrouver bientôt comme en ex-URSS, c'est-à-dire qu'on va se trimballer avec des brouettes de billets pour acheter une douzaine d'œufs. Oui, enfin non, là ils vont essayer, non, là ils sont en train de faire l'inverse, c'est-à-dire que
N'oubliez pas, ils vont essayer de supprimer l'argent liquide, justement. Voilà. Ils vont supprimer l'argent liquide. Le Gérald Darmanin l'a dit. Hein, et n'oubliez pas, le journal Le Monde m'avait mis en propagateur de fake news parce que j'avais expliqué ça à tous mes lecteurs sur la revue de presse, sur quotidien.com, il y a exactement 6 ans. Hein, avant tout le monde. Voilà. Et pour le journal Le Monde, je suis le pape des fake news. Hein, voilà. D'ailleurs, alors à ce propos, il y a une question qui est passée sur le chat, je vais la relever tout de suite. C'est une personne qui nous demandait ce que vous pensez des monnaies alternatives. Non, oubliez les monnaies alternatives, c'est des conneries, ça. Ça a toujours été des conneries. Ça, je n'ai strictement aucune. Ça n'a jamais pris. Hein, ça fait 10 ans qu'on me pose les questions et la preuve, c'est qu'en 10 ans, ça n'a jamais pris. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est comme les trucs là, dans les manèges là, on vous force à acheter toujours 5 billets, hein, et puis il vous en reste toujours un. Hein, voilà. C'est une arnaque. Voilà, c'est tout. Alors j'ai profité, j'ai mis le lien de votre rubrique, de votre blog. N'hésitez pas à y aller. Vous verrez, il y a plein d'interviews, plein d'articles, le travail de Pierre et d'autres gens qui reçoivent, qui promouvoient. Et c'est sûr que c'est un autre son de cloche que ce qu'on peut entendre dans les médias qui nous formatent. N'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment important de soutenir ce travail. Parce que c'est pas facile. Il y a mieux que ça. Hein. D'ailleurs, je remercie tous les lecteurs là qui m'ont offert des verres là au bar du Maurice. Là. Vous pouvez m'offrir un verre. Ah, voilà, vous allez le voir, c'est sur quotidien.com. Un Rossini, hein, voilà. Ah ben le jour qu'on vous trouve une librairie à Marseille pour une séance de dédicace, des verres, vous allez en boire. Ah ben écoutez, moi, je n'attends que ça d'aller à Marseille. Hein. On m'avait trouvé une librairie, mais c'était trop loin de Marseille. C'était pas bien. Alors moi j'avais pensé une salle, je sais pas, on en discutera. Une salle, ça serait pas mal aussi parce que c'est chaleureux, c'est vraiment puis c'est sympa et puis c'est abordable parce que les librairies, c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Mais non, mais toutes les librairies, si vous voulez, sont tenues par l'extrême gauche. Hein, voilà. Donc ceci explique cela. Voilà. Et donc, en ayant écrit un livre sur Adolf Hitler, pour ces gens-là qui l'ont même pas lu, je suis forcément d'extrême droite. Vous voyez le niveau intellectuel de ces gens. Oui. Alors que, à la limite, votre travail va plutôt dans le sens de faire savoir, de faire connaître, de partager. C'est quelque chose de valeureux. Et voilà, bon, dès qu'on ne veut pas voir le travail des gens, on les classe à droite ou enfin, c'est toujours les étiquettes qu'on nous colle. Parce que c'est vrai que ce livre, il aurait dû faire un tabac dans les médias. On aurait dû le reprendre, en parler, parce qu'il y a quand même des informations. Ben, c'est le silence total. C'est le silence total. Et c'est triste quoi, de voir ces journalistes aussi. Non, mais attendez, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de médias. Vous savez très bien que tout est contrôlé. La preuve, je veux dire, on l'a vu pendant les élections. Hein, c'était vraiment très net. Aujourd'hui, la totalité des médias pendant les législatives vous ont vendu Mélenchon. Donc, ça vous montre bien où on en est. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des librairies. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ils nous ont vendu Marine Le Pen, Macron, après Mélenchon. Maintenant, ils nous revendent le Covid parce que ça recommence. Enfin, on voit qu'ils sont clairement dans le sens de... L'utilisation de fausse monnaie entraîne dictature. Voilà, c'est ce que je vous ai toujours dit. Hein. C'est pas vraiment nouveau. Hein. Je l'explique depuis 2008. Alors moi j'ai une question, c'est un peu en dehors du livre, mais c'est lié pour moi parce que ce qu'on vit actuellement avec la guerre Ukraine, Russie, tout ça, est-ce que ça découle pas aussi de l'histoire qu'on a vécue et qu'on aurait sûrement pu éviter ou pas, hein, mais est-ce que ça découle de ces périodes qu'on a vécues dont vous racontez et tout? Est-ce que c'est ou pas? Alors, j'ai pas entendu un bout de votre phrase, du coup, j'ai pas compris la question. En fait, votre analyse sur la période qu'on vit actuellement avec la guerre Russie-Ukraine, tout ça, est-ce que ça découle de la période qu'on a vécue après la Seconde Guerre mondiale, tout ça avec Bah oui, bien sûr.
comment dire, en 1945, si vous voulez, le monde a été partagé en deux. Les Russes qui ont libéré tous les territoires des Allemands ont pris le contrôle, ça a donné le pacte de Varsovie. Et les territoires que les Américains ont libérés, ça a donné, si vous voulez, comment dire, l'OTAN. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Mais n'oubliez jamais, si vous voulez, que les Américains ont volontairement provoqué la Russie en Ukraine parce qu'ils ont 30 trilliards de dettes. Qui ne rembourseront jamais. Hein, bon. Ou alors avec une hyperinflation, ce qui leur permet, si vous voulez, de s'en sortir. Cette hyperinflation, ils la veulent. Hein, ne l'oubliez pas. Cette hyperinflation, si vous voulez, ça leur permet de rembourser vraiment pas grand-chose, quoi. Hein, voilà, c'est surtout ça. Hein. Donc, ça a été volontaire, ça a été organisé par les Américains. Ils savaient pertinemment, si vous voulez, qu'à partir du moment où comment dire, cette marionnette de Zelensky allait demander son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, et bien, ça allait déclencher la guerre. Ben voilà, ils l'ont tenu. C'est tout. Ça n'a rien de surprenant. Je vous assure, ça n'a strictement rien de surprenant. De mon poste d'observation au niveau des finances et des banques et de l'endettement des pays, c'était inévitable. Voilà. Mais ça va provoquer, si vous voulez, une chute. De toute façon, ça va amener même une dictature en France, hein, je vous le signale. Hein. Je vous le dis. Je pense que l'armée prendra le pouvoir, pas parce qu'elle fera un coup d'État, mais parce qu'à un moment donné, si vous voulez, ça va être ingérable, tout simplement. D'ailleurs, on le voit déjà, Macron a été élu, mais avec les législatives, il n'a plus du tout le pouvoir. Donc ça promet, si vous voulez, des situations absolument inextricables. Oui, malgré le forcing de l'avoir remis au pouvoir, c'est clair que ça va casser, et on le voit actuellement. Et ces guerres-là, je pense, participent à masquer aussi la faillite des États. Et en même temps, ça leur permet de vendre des armes et quelque part... c'est ce que je montre dans le livre Adolf Hitler, si vous voulez, c'est que ça ne fait que comment dire, la fausse monnaie ne fait que le bonheur techniquement que des banquiers et des marchands d'armes, parce que tout se termine en tragédie. Et la fausse monnaie, parce qu'elle ne repose sur rien que du vent, eh bien, elle a besoin de trouver un socle. Et le socle qu'elle va trouver, c'est le marbre des tombes ou les pierres des tombes. Voilà. Vous ne pouvez pas créer à partir de rien, à partir du vent. C'est strictement impossible. Et depuis 2008, les États-Unis, le Japon, la Bank of England et l'Union européenne ne font que ça, fabriquer de la fausse monnaie par trilliards. Donc tout ceci va se terminer, si vous voulez, dans une espèce de feu d'artifice gigantesque. D'où la dictature sanitaire qui nous ont amenés. Hein, voilà. D'où le fait que juste après les élections, ils sont en train de nous dire qu'on va peut-être remettre le pass vaccinal, etc. Ne soyez pas surpris s'ils le remettent au mois d'août, hein, ou en septembre. Aramis, tu es revenu? Non, oui, je suis là. Il est là, d'accord. Non, je suis là. À ce propos-là, M. Jovanovic, je voulais vous poser une question. On vous reproche souvent de faire des prévisions. Alors là, je suis désolé, mais je vous entends, mais vraiment très mal. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe d'habitude. Tout ça, avec vous, ça fonctionne bien, c'est très clair, mais là, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, c'est mieux. Allô? Là, c'est mieux. Là, vous m'entendez mieux? Non, il y a plein de bruit, derrière vous. Attendez, je vais essayer de régler ça. Il y a peut-être un truc à faire. Je vais essayer de régler ça. J'en profite pour vous poser cette question. Je sais que c'est vous qui en avez parlé en plus par rapport aux usines aux USA de conditionnement de chaînes alimentaires où on a retrouvé des trucs humains, hein, de l'ADN humain. Il y a quand même, je crois, 60 ou 50 usines aux États-Unis qui ont brûlé, c'est ça? 97 à ce jour.
97, là, je vous invite à aller sur quotidien.com, vous avez la liste de toutes les usines qui ont brûlé. Tout ça a commencé de mémoire 3 ou 4 janvier 2022. Mais ça colle, si vous voulez, à cette dictature globale, si vous voulez, qu'ils veulent mettre en place, notamment nous forcer, si vous voulez, à manger des insectes et je ne sais quoi d'autre, et donc du coup à ce qu'on devienne végétarien, hein, parce que n'oubliez pas, le Bill Gates et compagnie, vous savez, qui nous expliquent qu'on fabrique trop de carbone, nous explique aussi que ce sont les vaches qui fabriquent trop de carbone, hein, avec voilà. Et donc là, ils ont mis en place, si vous voulez, littéralement, ils ont décidé de brûler tout ce qui fabrique des poulets, des œufs, des canards, des dindes, et que sais-je encore, des pizzas. Enfin, c'est que des usines touchant à l'agroalimentaire. Donc là, à ce niveau-là, c'est même plus un hasard, si vous voulez. Parce que dans le tas, on aurait dit, tiens, il y a une usine de pâte à papier qui a brûlé, ou je sais pas, une usine qui fabrique des roulements à billes, ou que Dieu se sait quoi. Non, pas du tout. C'est depuis, vous avez à peu près une centaine d'usines maintenant qui ont brûlé. Voilà. Vous avez la liste sur quotidien.com. Donc c'est volontaire, c'est organisé. J'ai remis le lien. Je crois que d'ailleurs, il y a une enquête du FBI à ce sujet. Oui, ils peuvent toujours enquêter. Hein. Ils vous donneront leurs conclusions dans 10 ans, bien sûr. Athos, je ne sais pas si tu as relevé des questions. Si tu as des questions, si tu veux. Alors, oui, il y avait des questions, bougez pas. Alors, on nous demande le rôle des banquiers suisses durant cette période de la montée d'Adolf Hitler et derrière de la Seconde Guerre mondiale. Bah, écoutez, il y a un chapitre entier hein, qui est consacré donc au rôle des banquiers suisses dans le livre. Alors, je ne vais pas tout vous réciter, hein, ça n'a aucun sens. On va dire, si vous voulez, que les Suisses étaient absolument ravis du fait que Adolf Hitler ait pris le pouvoir. Je parle des banquiers, hein, parce que c'est eux qui ont blanchi l'argent des Allemands, hein, tout simplement. Les Américains étaient fous de rage contre eux. Je vous signale que Roosevelt a tout fait pour empêcher les Suisses de faire du blanchiment, mais malgré les embargos qui ont été faits, les Suisses, même en 1944, ont continué à récupérer les lingots d'or qui étaient volés aux Juifs et qu'ils transmettaient et qu'ils mettaient dans des comptes dans les banques suisses. Et il y a eu un immense scandale, si vous voulez, c'est que les banquiers suisses ont gardé par devers eux, parce qu'il y a eu beaucoup de Juifs, si vous voulez, qui sont allés en Suisse dans les années 30 en se disant, bon, là, ça commence à chauffer, je vais mettre quand même ma petite fortune à l'abri. Donc, ils ont mis des tableaux, des lingots d'or, des lingots d'argent, etc. Ils sont morts dans les camps, mais les Suisses se sont bien gardés de faire une recherche pour retrouver les héritiers et leur rendre l'argent. Et dans les années 60, à la fin des années 70, je crois que c'est même les années 80, suite au scandale que ça a fait, les banques suisses avaient finalement établi une liste. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, 40 ans après. Hein. Donc, même les héritiers ont le temps de mourir. Donc, ça leur a permis de garder une fortune absolument colossale. Donc, on peut dire que les Suisses se sont honteusement enrichis grâce aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça c'est très clair. Je rajouterais, Pierre, qu'ils ont été même plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont même fourni des fausses identités, des fausses nationalités à des dignitaires nazis hein, qui mettaient l'argent chez eux pour leur permettre de faire de l'évasion fiscale. Tout l'épisode de ce qui s'est passé en 1945, c'est-à-dire que tous les dignitaires nazis qui se sont retrouvés en Uruguay, au Paraguay, en Argentine, etc., c'est grâce en partie, soit grâce aux Suisses, soit grâce à l'Église catholique croate. Hein, voilà, parce que eux, ils étaient à fond avec les nazis. Donc, et ils les ont aidés à partir. Même le Vatican, une partie du Vatican a effectivement aidé un certain nombre de dignitaires nazis à prendre la poudre d'escampette vers l'Argentine.
Oui, c'est pour ça que quand on compte cette période trouble, hein, on a trop tendance à... Alors, bien sûr qu'il en est responsable, Hitler, de tout ce qui s'est passé, mais on oublie souvent de raconter l'histoire sur un plan général qui lui a permis aussi d'arriver au pouvoir. Et peut-être sans ces personnes, il ne serait pas arrivé au pouvoir. Et ces gens-là, on en parle... Enfin, vous en parlez, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que ce livre, je vous le conseille, sincèrement, c'est vraiment... vous verrez plus l'histoire de la même manière. Et ces gens-là ne sont jamais cités, quoi. Tous qui ont contribué à ça, quoi, à l'Holocauste, à la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur Forisson, je sais pas quoi, enfin, j'ai pas retenu. Alors, moi, franchement, j'accroche pas du tout avec tous les négationnistes, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que j'ai lu les mémoires de Patton, j'ai lu des livres sur Bradley, mais en particulier Patton, parce que Patton se trouve dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, parce que lui-même a vécu des expériences absolument incroyables, surnaturelles de son ange gardien. Et ce que Patton, par exemple, raconte dans ses mémoires, comment il est arrivé dans un camp de concentration. Alors, je me souviens plus du nom de ce camp, mais je peux vous dire que les camps existaient, qu'ils ont bien brûlé. Alors, peut-être que les Juifs ont exagéré sur les nombres, comme les communistes ont exagéré sur les nombres en disant « nous, le parti aux 10 millions de morts », je sais pas quoi. Peu importe. Je veux dire qu'ils en aient brûlé 500 000 ou 5 millions, ça change rien, si vous voulez. C'est brûler les gens simplement à cause d'une religion. Bon, ça le fait pas. Donc, j'accroche pas du tout avec cette d'une part parce que je me suis extrêmement documenté depuis des années, pas sur ce sujet-là, mais sur Patton. Et quand j'ai lu ses mémoires et ce qu'il raconte de ce qu'il a découvert en arrivant en Allemagne et surtout dans les camps de concentration, bah, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Hein. Et vous avez un musée Patton qui se trouve dans une caserne, dans une grande caserne américaine au milieu des États-Unis. Là, je me souviens plus de. Vous avez la totalité, si vous voulez, de ses mémoires, de son carnet, de son journal intime, etc., qui sont toujours exposés. Et surtout les photos qui ont été faites. Il y a énormément de photos qui avaient été prises par les Américains parce qu'elles étaient trop horribles, qui n'ont jamais été rendues publiques à l'époque, qui même maintenant, si vous voulez, elles sont consultables uniquement si vous allez sur place, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc moi le Forisson là, je n'accroche pas du tout. Voilà. Non mais vous faites bien de le dire parce que il y a eu des horreurs pendant cette Seconde Guerre mondiale. Mais oui. Et quelque part, c'est pas rendre service aux gens qui essayent à apporter un discours et un discours un peu plus fouillé, un peu plus. C'est pas rendre service parce que quelque part après, ça participe au mélange et à la confusion des. Oui, c'est la mélange et la confusion des gens. C'est la confusion des genres, et alors là, je ne marche pas du tout là-dedans, c'est clair. Exactement, on est des humains avant tout, qu'on soit juif, noir, arabe, italien, serbe, enfin, on est des humains et je pense qu'on l'a prouvé. Non, mais c'est surtout une affaire de religion, vous voyez. N'oubliez pas, c'est toujours des histoires de religion et des règlements de compte d'histoires de religion. Et l'histoire, si vous voulez, si vous prenez par exemple l'Afrique, ce que vous voyez, si vous voulez, c'est que les premiers fournisseurs de noirs pour être envoyés en esclavage chez les Hollandais ou les Français ou les Américains, c'était quand même les tribus elles-mêmes qui se battaient entre elles, et celles qui capturaient l'autre, eh bien le vendaient en esclave. C'était le cas notamment à Zanzibar, ou dans l'île de Malabar. Enfin voilà, toute cette région. Donc voilà, il faut remettre les choses, on va dire remettre l'église au milieu du village des fois. Exactement. Alors, question que j'ai affichée, c'est avant qu'il y ait eu la coupure, Monsieur Jovanovic, vous parliez de Carl Jung qui avait rencontré son ange gardien, et est-ce que vous pourriez donc en dire plus et finir l'anecdote que vous aviez commencée? Oui, Carl Jung avait une bibliothèque absolument gigantesque. Il y avait vous savez, une sorte d'escabeau ou d'escalier, si vous voulez, qui était attaché avec des roulettes qui me permettaient de monter pour attraper les livres sur les rayons les plus élevés.
et en faisant, je sais pas, bon, enfin, toujours est-il qu'il est tombé de l'escalier et il est passé de l'autre côté avec un traumatisme crânien. Je crois qu'il est resté dans le coma, mais toujours est-il qu'il a rencontré ce qu'on appelle l'ange gardien dans le tunnel. Je raconte l'épisode in extenso dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et ça lui a confirmé, si vous voulez, tout ce qu'il avait pressenti et écrit, et tout ce que Freud n'a pas voulu reconnaître, justement. Moi, ceux que le sujet intéresse, ils peuvent regarder un film qui s'appelle... alors, je me souviens plus du titre, mais c'est la rencontre entre Sigmund Freud et Carl Jung. Et ça a été fait à peu près il y a une dizaine d'années. Je pense que vous allez le trouver en VOD. Je ne sais pas si vous pouvez regarder, retrouver le titre du livre là, pendant qu'on parle. Et c'est un film absolument remarquable parce qu'on voit bien, si vous voulez, à quel point, si vous voulez, Jung fait un blocage sur le surnaturel, alors qu'il n'aurait jamais pu établir sa grande théorie de la psychanalyse et de la psychiatrie s'il ne s'était pas intéressé à l'histoire des dieux et des déesses grecques. Et d'ailleurs, sur son bureau à Londres, vous voyez une statue d'Athéna, il y a une statue de Zeus et une statuette de Vénus. Voilà. C'est en étudiant, si vous voulez, la théologie et la théogonie grecque qu'il a réussi, et bien entendu aux travaux du docteur Charcot, qu'il a réussi à finaliser sa théorie. Et les psychiatres qui étaient là, d'ailleurs Jung a fait partie, a travaillé pour l'OSS dans ses analyses. Vous le retrouvez dans le livre. Jung était un agent de l'OSS. Il avait travaillé pour la psychanalyse d'Adolf Hitler. Alors, j'ai un titre à vous proposer, je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est Dangerous Method. Oui, c'est ça, une méthode dangereuse. La Dangerous Method, absolument. Film absolument remarquable, vraiment remarquable. Alors, il y avait une autre question, mais bon, vous y avez un peu répondu, mais on va quand même la poser. C'est allons-nous revivre ce qui s'est passé pendant la République de Weimar? Écoutez, là, déjà, on est en train de le revivre, parce que j'ai vu les derniers chiffres qui sont tombés hier. Vous avez tous les produits de la ménagère aux États-Unis augmentés de 36% depuis le début de l'année. Et je peux vous dire que tout ça va se terminer très mal, dans des conflits sociaux absolument colossaux. La semaine dernière, toute l'Angleterre a été immobilisée. Et il y a de nouvelles grèves qui se préparent en Angleterre à nouveau. Et ça sera la même chose à la rentrée en France. Oui, il y a des grèves aussi très importantes. Une raison de grève, c'est que le salaire n'augmente pas de 36%. Voilà. Il y a une grève dont on ne parle pas beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, M. Jovanovic, c'est la grève des agriculteurs aux Pays-Bas. Oui, non, j'ai vu passer sur Twitter un certain nombre de choses, mais c'est une grève qui est due à autre chose. C'est parce qu'en fait, ils veulent supprimer les terrains des agriculteurs pour faire moins de carbone. Vous voyez, c'est toujours leurs histoires d'empreinte carbone à la con, là. Et donc, les agriculteurs se révoltent, évidemment, puisqu'ils sont dépossédés de leurs biens. Bon, là, on est hors sujet, mais je vous donne les détails. Oui, Aramis, si tu voulais poser une question sur le livre ou autre chose. Écoute, on a dépassé le stade de reparler un petit peu des débuts d'Adolf Hitler. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, alors même si M. Jovanovic nous l'a quand même expliqué, on voit bien de quelle manière il envisage un petit peu l'avenir, mais son livre est actuel dans le sens où on parle de planche à billets. Donc on connaît vos travaux, M. Jovanovic, depuis longtemps, et on sait de quoi on parle quand on parle justement de planche à billets. Il se trouve qu'en ce moment, on reparle beaucoup de ça. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était de savoir est-ce que vous voyez une corrélation entre ce qui s'est passé à cette époque-là, dans les années 30, et à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et est-ce que vous pensez réellement, sans être un devin, parce que personne n'est devin, mais est-ce que vous pensez réellement qu'on peut en arriver à ce genre de choses, voilà, c'est-à-dire peut-être l'avènement d'un dictateur, et puis une guerre derrière, et puis etc., etc.
Écoutez, toute utilisation de planche à billets amène une dictature et toute utilisation de planche à billets amène à la guerre. Et à la suite de ça, vous avez une dictature. Ça s'est passé en France, je vous le rappelle, avec Napoléon. Voilà. Ça s'est passé en Allemagne avec Adolf Hitler. Et je pense que ça va se passer maintenant, même dans une circonstance différente. Si vous voulez, aujourd'hui, la dictature, vous savez qui l'amène, c'est Bruxelles. Hein, et derrière Bruxelles, vous avez Washington. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la France est pilotée par les Américains, ce qui est normal, puisque les Américains considèrent qu'ils ont libéré la France, donc on leur appartient. Je vous le rappelle. Hein. Voilà, on l'oublie un peu trop souvent. De Gaulle nous avait sorti de ça. De Gaulle a sauvé la mise. De Gaulle a sauvé l'honneur des Français. Et le petit salopard qui a tout remis en place, c'est ça, Nicolas Sarkozy, puisque la première chose qu'il a faite, c'était de nous réintégrer dans l'OTAN. Et celui qui a fait parce que je vous rappelle que De Gaulle avait toujours refusé de fêter le 6 juin, eh bien François Hollande l'a fait. Voilà. Donc vous voyez bien d'où viennent les ordres. J'ai lu un article récemment du général Delaware. Je tiens à préciser, si vous voulez, et on le voit bien dans le livre, et plus encore dans un autre livre qui s'appelle 666, et qui est là aussi basé sur la planche à billets, mais sur un autre sujet, puisque c'est l'or, hein, ne l'oubliez pas. Les Américains, comme pendant la Première Guerre mondiale, ils ont fait la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont attendu que les Européens se mettent sur la gueule et qu'ils leur achètent des armes. Une fois qu'ils ont pompé tous les lingots d'or des Anglais, des Français, des Belges, etc., non, pas des Belges, parce que c'est les Allemands qui ont mis la main dessus. Enfin, bon, bref, et surtout des Anglais. Eh bien, une fois qu'ils n'avaient plus d'or, eh bien, là, à partir de ce moment-là, ils sont entrés en guerre. Ils ont fait la même chose à la Première Guerre mondiale, ils ont fait la même chose à la Deuxième. Là, là il faut lire un livre qui s'appelle 666, la planche à billets, vous voyez, américaine, qui va emmener les banques à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples. Vous voyez, je maintiens depuis toutes ces années, si vous voulez, et on est en plein dedans maintenant. Ouais. C'est vrai que. Alors, c'était fait juste, je voulais poser juste, parce que ça rejoint un petit peu ce que nous dit M. Jovanovic. Excuse-moi, Porthos. Le général Delaware, qu'on va recevoir d'ailleurs bientôt sur cette chaîne, j'ai lu un article très récemment où il disait que l'avenir du monde va beaucoup dépendre et essentiellement dépendre de la gouvernance aux États-Unis et de ce qui va se passer justement. On sait que là, il y a des élections mi-terme et de ce qui va se passer dans les prochains mois aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une corrélation ou pas? Oui, mais enfin, bon, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous voulez, Washington, je veux dire, Joe Biden n'est pas le président. Vous savez très bien que les GAFA, Google, Facebook et tous les autres ont pris le pouvoir. La preuve, c'est que Twitter s'est quand même permis, si vous voulez, de censurer le président des États-Unis en exercice, Donald Trump, à l'époque. Donc, vous avez vu que Joe Biden est totalement sénile. Vous avez vu qu'on il sait même pas, on lui souffle à l'oreille exactement tout ce qu'il doit dire et faire. Et encore, ils sont pas sûrs. Il y a toujours deux personnes à côté de lui. Parce que ça me rappelle un peu Eltsine. Vous voyez, Eltsine qui était complètement alcoolo, il y avait toujours 2, 3, 4 personnes autour de lui au cas où il s'effondrerait. Hein, voilà, mais c'est la même chose pour Joe Biden. À l'époque de Eltsine, n'oubliez pas, c'est les oligarques qui pilotaient le pays, les oligarques russes, d'accord, qui avaient choisi une marionnette qui s'appelait Poutine. Hein, voilà, sauf que Poutine ne s'est pas laissé faire, il a remis les pendules à l'heure. Voilà. Ben, la même chose aujourd'hui aux États-Unis, si vous voulez, ce sont les GAFA, les marchands d'armes, les grandes compagnies de pétrole, bien entendu la Silicon Valley qui pilote. Hein, voilà, c'est surtout ça. Aux États-Unis, tout est une histoire d'argent, ne l'oubliez jamais. Ce qui n'est pas le cas en Russie. Donc, en ce qui concerne les mid-terms, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Sauf si Donald Trump revient au pouvoir, effectivement. Parce que je pense que c'est ce que le général veut dire. Alors, moi, j'avais une petite réflexion. Donc, la planche à billets, on le sait, elle fonctionne en Europe depuis quand même assez longtemps. Mais est-ce que là, avec
ce qui se passe, le conflit ukraino-russe, et on voit bien que tous les États européens mettent la main à la poche, donc il y a une énorme accélération là en fait, à cause de ça, enfin à cause, je sais pas si c'est à cause d'eux, mais grâce à ça, il y a une énorme accélération de cette fabrication de fausses monnaies, parce qu'on voit encore qu'aujourd'hui, ou hier, Macron il nous a dit qu'il allait donner 2 milliards, monter l'aide de la France à l'Ukraine à 2 milliards d'euros. Oui, alors qu'il n'avait pas d'argent pour les hôpitaux, rappelez-vous. C'est ça. C'est ça. Donc on s'est dit que là, il y a... C'est une pourriture. Macron est une pourriture, est un traître. Hein, je l'ai dit à maintes reprises. Je ne comprends même pas que les Français l'aient élu, mais bon, Marine Le Pen a été extrêmement pratique dans cette affaire. Heureusement, les législatives ont remis les pendules à l'heure. Mais ce que je veux vous dire par là, si vous voulez, c'est que Macron, comme tous les autres, comme la première ministre finnoise, n'oubliez pas, ce sont tous des young leaders. Hein. Les young leaders, c'est Davos, et Davos est financé par les Américains. Voilà. 45% ou 55% du budget de Davos vient des États-Unis. Hein, voilà. Donc c'est eux qui tirent les ficelles. Le pouvoir aujourd'hui, il est à Davos, il est à Bruxelles et à Washington. C'est pas Joe Biden qui décide. C'est ça que je veux vous dire. D'ailleurs, oui, pardon. Je t'invite, c'est juste parce que moi, quand je regarde ce qui se passe en ce moment, je me dis que ça accélère quand même énormément. Ça accélère parce qu'ils ont besoin de la guerre pour justifier l'hyperinflation due aux planches à billets. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, mais là je le répète, la guerre en Ukraine est un prétexte absolument fabuleux pour tout mettre sur le dos de Poutine. Hein, l'hyperinflation, tout est de la faute de Poutine. Vous savez, ne sous-estimez pas un groupe de gens qui a été capable de faire se vacciner 4 milliards de personnes. D'accord ? Ne les sous-estimez pas. Donc, ils sont capables, de la même façon qu'ils vous ont vendu les vaccins, ils vont vous vendre la guerre contre le méchant Poutine grâce aux gentils nazis d'Azov, hein, ukrainiens. Hein. Moi, je vous rappelle que les putes, les fémènes, vous vous souvenez des fémènes, hein, elles venaient pisser dans les églises. Maintenant, moi, quelque part, si vous voulez, c'est comme une vengeance divine. Je ne suis pas surpris, si vous voulez, que l'Ukraine soit bombardée. Oui. Ah oui, c'est encore comme ça. Hein. C'est sûr. C'est sûr que ça choquait personne quand elle venait détruire des symboles religieux. Non, mais mieux que ça, Hollande a humilié le peuple français. François Hollande, qui est une pourriture au même titre que Sarkozy, hein, ou Macron, parce que ce sont tous... les fémènes ont pissé dans les églises, et qu'a fait Hollande? Il a fait un timbre à l'effigie de Madame Sevchenko, hein, la fémène, hein, parce que du coup, les Français étaient obligés de lécher le dos du timbre. Rappelez-vous. C'est vrai. C'était ça l'idée. Et toujours sous couvert de liberté, d'avancée sociale, alors qu'au contraire, on régresse, on donne le pouvoir à des minorités qui, voilà, mais qui font le jeu, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, de Davos, des réseaux Soros, et de la destruction des États, enfin, ce qui reste des États. Mais ils ne veulent pas d'État, justement, ils veulent détruire la totalité des États européens, de manière à faire comment dire, les États européens, comme les États-Unis d'Amérique. Là, c'est les États-Unis d'Europe. C'est ce qu'ils veulent faire. Pour donner 500 millions de consommateurs aux multinationales américaines. C'est tout. Je veux dire, leur plan a toujours été très simple. Hein, ils ne sont jamais cachés. Hein. L'avantage avec les anglo-saxons, c'est que tout ce qu'ils vont faire est toujours publié un an avant. Dans des revues universitaires, dans des conférences, les Council of Foreign Relations, etc. Enfin, genre, tout ça est annoncé. C'est toujours, tout est clair. Et alors, que pensez-vous? On parle souvent des bataillons Azov nazis, hein, et quand on dit qu'ils étaient rattachés au national-socialisme dans les années 30 et tout, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est des vrais nazis. Bah, regardez toutes les photos de tous les mecs que les Russes ont arrêtés, comment ils sont tatoués. Les mecs, ils ont tatoué
ils avaient des insignes nazis, le portrait d'Hitler dans le dos. Je veux dire, ah oui, non, mais tout est dans la poésie. Hein, là, c'est du grand n'importe. C'est des nazis fanatiques. Hein, faut le savoir. Vous savez qu'à Kiev, il y a une avenue Bandera. Bandera, c'est quand même, il a exécuté un certain nombre de juifs. Et quand je vois Bernard-Henri Lévy venir nous expliquer que les nazis d'Azov sont des gentils, écoutez, même un écrivain pour lequel j'ai beaucoup d'estime ou d'affection, on va dire, Simon Liberati, a écrit, a fait le portrait de Bernard-Henri Lévy dans Paris Match. Même Simon Liberati, il avait du mal à justifier la présence de BHL aux côtés des nazis ukrainiens. C'est à vomir. Donc vous voyez que BHL est une imposture totale, comme il a toujours été depuis 30 ans. Vous savez, Bernard-Henri Lévy, c'est un peu comme Epstein, si vous voulez. C'est le réseau Mossad. Voilà. Il vient de vous vendre la politique d'Israël qui favorise Israël, c'est tout. C'est ça. C'est vrai que toutes ces associations qui crient à l'antisémitisme. Oui, mais ça ne dérange pas de s'afficher avec les nazis ukrainiens. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Je rappelle que des grandes exterminations étaient menées par des juifs et ont été menées par les Ukrainiens. Hein. Voilà, là, attention. Hein. Les Ukrainiens, les Estoniens. En Estonie, il y a eu ou en Lituanie, je ne sais plus comment c'est à côté. La célèbre, où ils ont fait se déshabiller à peu près 500 femmes, 500 juives, en plein hiver au mois de décembre, et ils les ont fusillées sur une plage. Hein, vous avez toutes les photos qui sont disponibles sur le web. C'est absolument épouvantable. C'est surtout cette politique-là. On se rappelle des déclarations de Bruno Le Maire qui disait on va mettre la Russie à genoux, on va la sécher financièrement. On voit qu'on est en train de nous assécher, de nous appauvrir, de souffrir, pendant que la Russie, elle fait sa politique. Le rouble augmente, les livraisons de pétrole. Écoutez, le rouble n'a jamais été aussi fort. Bernard Le Maire a dit qu'il allait mettre la Russie à genoux. Eh bien, la valeur du rouble n'a jamais été aussi forte. D'ailleurs, les Russes, à chaque fois qu'on leur met des embargos, en fait, ils s'en renforcent. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que par fainéantise, ils préféraient importer des produits qu'ils ne voulaient pas fabriquer. On leur a mis des embargos, ils se sont mis à fabriquer tous les produits qu'on leur interdit d'acheter. Donc du coup, leur économie s'est enrichie encore plus. Voilà. C'est le principe de l'autarcie. Rien de tel qu'une autarcie pour remonter, si vous voulez, le niveau économique de vos habitants. Et en fait, c'est les peuples européens qui sont à genoux. Et est-ce que c'est pas ça aussi qu'on fait payer à Poutine, en dehors des frontières aussi, le fait qu'il ait une politique pour son peuple un peu souveraine, Et en fait, il gère son pays comme il entend. Et est-ce que ça dérange pas aussi les USA? Si, tout à fait. Mais il y a deux hommes qui sont dans le collimateur des Américains à cause de ça. C'est Poutine, bien sûr, le premier, puis Erdogan, le deuxième. Oui. Moi, j'invite vos spectateurs à retrouver tous mes reportages en Turquie sur Erdogan, hein, parce que je suis sans doute le seul journaliste pro-Erdogan en France. Hein. C'est quand même assez surréaliste, alors qu'avant, je voyais Erdogan effectivement comme l'ennemi, machin, etc. Mais le point dans lequel travaille Bernard-Henri Lévy a consacré à peu près une dizaine de couvertures anti-Erdogan. Oui. Alors qu'ils ont fait des couvertures pro-saoudiennes. Voilà, ça vous dit tout. Oui. En plus, alors on peut reprocher beaucoup de choses à la Turquie, à Erdogan et tout, mais on vous avait reçu pour un livre, je vais le remontrer d'ailleurs, super enquête, sauvagerie diplomatique. Cette affaire, elle est... Alors, vous l'avez pu... Bah oui, Khashoggi, oui, bien sûr. Voilà, sauvagerie diplomatique, elle est quand même sortie grâce au service de secret turc, cette affaire. Oui, et d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Vous avez vu que Erdogan a finalement reçu Ben Salman à Istanbul il y a peut-être une semaine ou 15 jours, parce que manifestement, il avait besoin des milliards des Saoudiens. Vous voyez, donc l'affaire Khashoggi a été définitivement enterrée, là, pour le coup. Oui, oui. C'est vrai que ça... Mais c'est bien que vous en avez parlé, hein, à travers votre maison d'édition et à travers ce super livre. Mais oui, d'ailleurs, vous savez quoi?
J'en profite parce que des fois, je vois passer sur Twitter ou sur Facebook, Jovanovic déteste les musulmans ou je sais pas quoi, enfin, une espèce de connard. Si je détestais les musulmans ou un tel, j'aurais jamais défendu Khashoggi comme je l'ai fait. Vous me suivez? Oui. C'est du grand n'importe quoi. Qui plus est, en plus, Khashoggi était un frère musulman. Enfin, était proche des frères musulmans. Oui, et puis attendez, on vous connaît, Pierre, depuis des années. Vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un de très ouvert, je veux dire, très tolérant. Vous avez des amis de toute confession, de toute religion. Mais ça, c'est quelque part, c'est la rançon de la gloire. On veut vous décrédibiliser. Alors, c'est souvent comment on appelle ça, des trolls ou des organes. Des trolls, hein. Vous savez, notre revue de presse, Olivier Pichon, YouTube nous a enlevé 20 000 vues par jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, en une semaine, ils nous ont enlevé 100 000. C'est quand même incroyable, quoi. Ah, il y a le chat qui veut dire bonjour. Miaou, ouais. Coucou le chat. Mais c'est vrai que nous, à notre petit niveau, nous aussi, on avait fait des vidéos où on avait reçu des invités, où on avait tant de vues. Le lendemain, il y en avait 1000 en moins. D'ailleurs, j'avais fait la réflexion il n'y a pas longtemps à un de mes camarades. Mais voilà, vous savez, quand on veut dire à quelqu'un, voilà, c'est toujours les mêmes propos, racistes, antisémites, alors que non. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ceux qui disent ça, en plus, ne font jamais le travail. Ils sont toujours planqués dans des beaux bureaux à Paris, mais ils ne font pas d'enquête comme vous pouvez le faire ou les livres que vous pouvez éditer. Hein. Parce que les livres que vous éditez, sincèrement, déjà, ça se lit comme des thrillers, mais c'est des histoires vraies et c'est des histoires qui montrent par qui nous sommes gouvernés et comment va le monde aussi, quoi. Et comment va ce monde fou, quoi. Comme on disait là, l'Union européenne qui est en train de se tirer une balle dans le pied et d'assécher ses populations, tout ça pour être dans les pas de Washington. Alors que oui, donc c'est ça, ils sont en train d'appauvrir toute la population européenne juste pour faire plaisir aux Américains à Washington. Moi, je trouve ça absolument dramatique, hein, ça c'est clair. Alors qu'on avait De Gaulle qui avait une politique plus équilibrée entre les États-Unis, la Chine, la Russie, et qui avait une vraie parole indépendante. La France était reconnue. Maintenant, la France... Ben, il était non aligné, ne l'oubliez pas. Et c'était ça qui avait fait sa force. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aramis? Oui, je suis là. Je ne sais pas si tu veux... Je vois un truc là. Vous auriez refusé les interviews de Mohamed d'Indepenza et de débattre avec Youssef Indy. Non, c'est pour justifier les gens qui vous accusent. Ah oui, d'accord. Voilà. Cette personne a dit si vous aviez été ce qu'on vous reproche d'être, vous auriez refusé. C'est pour ça que je l'affichais. Ah oui, bah, en plus Mohamed. Il y a longtemps. Ah oui. Puis c'est un plaisir d'être avec lui, quoi. Ça fait des années qu'il fait son petit travail et puis il a un impact absolument colossal. Hein. Faut voir ses vidéos. Hein. Mais après, je pense que ça vient aussi, les derniers temps, on a fait des analyses politiques, vous y compris, en étant le plus réaliste possible et en disant qu'il faudrait tout voter, mais tout, sauf Macron. C'était notre constat, je pense que c'était à peu près le vôtre. Parce qu'on ne pouvait plus. Et bien, malgré tout, il y avait des gens qui disaient, non, moi, je ne pourrais pas voter un tel. S'il faut revoter Macron, je voterai Macron. Et je pense que c'est ça qu'on paye un peu. Le fait de dire qu'on était capable de voter tout, sauf Macron. Moi je l'avais répété plusieurs fois, parce qu'on ne pouvait plus se permettre de reprendre Macron 5 ans. Bon, on l'a pris. Mais voilà, quoi. Ça aussi, je pense qu'on le paye. Mais bon, ça fait partie du gars, et mec, comme on dit. On est habitué, hein. C'est quelque part des médailles maintenant pour nous. Quand on... Ah ben c'est clair, mais de toute façon, la situation va changer très très vite. Maintenant, tout est en train de s'accélérer. Donc, vous allez le voir très nettement. Alors attention, il y a le chat qui arrive, j'ai peur qu'elle se prenne dans les fils. Iris, viens là. Attention. Voilà. Alors, il y avait j'ai relevé 2 questions. Oui. La première, c'est quel conseil
vous donner aux gens qui nous écoutent à l'heure actuelle? Bah, écoutez, le conseil que je leur donne, c'est effectivement de transformer leur argent en quelque chose de physique, hein, c'est-à-dire d'investir. Enfin, c'est même pas investir, c'est de sauver ce qui peut l'être. Hein, voilà, c'est surtout ça. Sauver, donc d'acheter des pièces d'or, des pièces d'argent, d'acheter éventuellement de l'immobilier, de le mettre en location meublée, d'acheter un terrain, d'acheter une forêt, enfin, de le transformer en physique. Voilà, tout simplement. Parce que en Espagne, ils ont déjà passé des lois, si vous voulez, qui vont leur permettre, si vous voulez, de saisir les comptes bancaires en cas de faillite de l'État. Là, je vous renvoie sur la revue de presse que j'ai faite avec Olivier Pichon, parce que j'ai lu la dépêche dans les détails. Il y avait une autre question qui demandait que pensez-vous du nouvel axe, de l'axe qui est contre l'axe atlantiste. Donc l'axe Inde, Chine, Russie, on peut rajouter l'Afrique du Sud, l'Iran, la Syrie. C'est les non-alignés, hein, on retrouve là les non-alignés. Et puis l'Inde ne supporte plus les ingérences américaines, les Chinois encore moins et les Russes encore moins. Donc ne soyez pas surpris, si vous voulez, qu'il y ait ce front. De toute façon, si vous voulez, maintenant tout le monde voit, le monde entier voit que les États-Unis sont pilotés par quelqu'un d'autre, que Joe Biden est totalement sénile et que malgré ça, ils le maintiennent. Est-ce que notre avenir, Pierre, finalement, alors je le dis comme ça, hein, mais notre avenir, c'est pas justement ces pays que sont la Chine, l'Inde, l'Iran, la Syrie, tous ces pays. Non, la France doit avoir son propre pays. C'est pas fondamentalement pas, enfin, je veux pas dire que c'est pas notre avenir, mais je veux dire celui qui avait le mieux compris tout ça, c'était De Gaulle. C'est pour ça qu'il était dans les non-alignés. C'était également le cas du maréchal Tito. Rappelez-vous, Tito s'était détaché de Staline, la fureur de celui-ci d'ailleurs, et il était dans un programme de non-alignés, ce qui avait fait le succès, si vous voulez, de la Yougoslavie. N'oubliez pas, après que la France ait quitté l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais surtout l'Algérie, qui a repris en main toutes les universités algériennes, notamment, je pense, aux facultés de médecine, c'était les Serbes. C'est Tito qui est venu à la rescousse de l'Algérie. Et c'est les Serbes qui ont enseigné, c'est les ingénieurs serbes qui ont pris la place de tous les ingénieurs français qui ont tout laissé sur place, quoi. Ne l'oubliez pas. Donc c'est surtout une question d'entraide. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. Parce que tant qu'on aura des hommes politiques ou des femmes politiques young leaders, c'est-à-dire qui font la politique des États-Unis, qui ont été formés par les États-Unis pour faire appliquer leur politique, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. On aura toujours cette politique pro-européenne, pro-américaine. Pro-américaine plutôt, oui. Ouais, si vous regardez la plupart des députés européens ou la plupart des gens qui sont dans les gouvernements, par exemple, prenez le ministre des Finances anglais, c'est un ancien de Goldman Sachs. Voilà, Mario Draghi, qui est la tête de l'Italie, c'est un ancien de Goldman Sachs. Vous comprenez? Donc ils sont tous tenus par des liens. Et quand ils sont pas Goldman Sachs, ils sont Harvard, la plupart du temps, parce que Harvard, c'est vraiment là où ils les recrutent. Ils recrutent tous les étudiants étrangers, ils en font des agents américains. Il y a une question. Pour vous, la Chine sera beaucoup plus puissante que les USA d'ici 5 ans. Moi, je pense, enfin, en termes économiques, je pense qu'elle est déjà plus puissante. Hein. Nettement, elle est définitivement plus puissante, c'est clair. Ouais. D'autant plus que les Américains ont tout délocalisé en Chine. Donc, ils ont même y compris la fabrication de microprocesseurs. Vous savez, il y a beaucoup de microprocesseurs qui entrent dans la fabrication de missiles américains qui sont fabriqués en Chine maintenant. C'est ça qui est amusant. Voilà. Mais même certains fonds de pension américains sont rachetés par les Chinois. Hein. Et ce, depuis des années. Hein. Non, les Chinois sont pas fous. Les Chinois sont pas fous. Les Chinois ne sont pas fous.
les Japonais ont voulu faire la même chose dans les années 90, ils se sont ramassés. Donc, ne l'oubliez jamais. Non, par contre, il y a une partie de la dette américaine qui est détenue par la Chine. Ah, ça, c'est exact, oui. Somme assez conséquente, ouais. C'est ça. Hein. Oui, oui, absolument. Mais ils sont en train de s'en débarrasser de la même façon que les Américains se sont débarrassés. Et de la même façon, si vous voulez, il y a que Macron qui continue à acheter de la dette américaine à taux négatif. Faut être débile. Donc, vous voyez bien que c'est un agent américain. Finalement, s'il n'y a pas de guerre dans ce monde, les États-Unis s'écroulent, s'effondrent. Ah ben bien sûr, vous savez, depuis que les États-Unis existent, ils ont, enfin surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, ils ont provoqué à peu près une trentaine ou une quarantaine de guerres plus ou moins grandes dans à peu près dans tous les pays, quand c'est pas les coups d'État, etc. Regarde, le Chili, par exemple. Le Chili, la Yougoslavie, regardez leur coup d'État loupé en Turquie en 2015, ou 2016, 2015, je crois, 2015. Oui, il n'hésite pas. Voilà. C'est la baie des cochons, Cuba. Cuba, tous les pays qu'ils ont envahis, soi-disant pour amener la démocratie, qui sont des champs de bataille maintenant. Oui, enfin, c'est pas la démocratie qu'ils veulent amener, si vous voulez, c'est le business. C'est récupérer du pétrole. Voilà. Ils arrivent et ils vous disent toutes les compagnies des eaux appartiennent aux États-Unis. Voilà. Nous, on vous apporte la technologie. Voilà. C'est surtout leur méthode. Hein. Oui, Iris. Mon chat a faim. Mais... Ben, de toute façon, on va pas tarder. Ça fait 1h30 là qu'on est en ligne. Oui, on va pas tarder. Ben, écoutez, en tout 1h40. 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 Alors, je vais remontrer. Alors, je le montre là, je le remontre là, c'est mieux. N'hésitez pas, les amis, à acheter ce livre et à le lire. C'est vraiment. Ben, celui-là et d'autres. Hein. Celui-là et d'autres. Oui. Non, mais celui-là va vraiment vous retourner le cerveau. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est de la même façon que ça m'a retourné le cerveau par tout ce que j'ai découvert au cours de mes recherches. Et j'ai vu à quel point, si vous voulez, maintenant, quand je vois des émissions à la télé sur la Deuxième Guerre mondiale, franchement, sur les Juifs, etc., bon, ça va, c'est bon. On me l'a fait plus, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Il est extrêmement bien documenté. Hein. Moi, je me le suis refait là, pendant l'émission. Je regardais, je retournais les pages et tout. Je disais quand même, il y a tout, il y a les fonds. Vraiment, il est vraiment bien fait. Donc, n'hésitez pas. Hein, c'est le jardin des livres. Allez-y. Vous avez une gamme de livres en plus qui sont proposés, qui sont tous intéressants, quoi qu'il arrive. Vous perdez pas votre temps à lire, à découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous savez, un mauvais livre, vous savez ce qu'est un mauvais livre? Un mauvais livre, c'est celui où vous n'avez rien appris. Voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai. Alors, je ne sais plus qui avait trouvé cette définition, mais je trouve qu'elle était, elle était extrêmement réaliste. Ouais, voilà. C'est bien mieux qu'un livre, qu'un roman policier avec des personnages qui n'existent pas. Là, au moins, tout existe et tout est vrai. Et c'est même pire que ce que vous imaginez. C'est ça qui est dingue. Mais en plus, comme je le dis à chaque fois qu'on vous reçoit, parce que c'est la vérité, vous avez de super couvertures. C'est très coloré, c'est très. Bon, alors les contenus, parce que le contenu, effectivement, vous pouvez pas sortir d'un livre comme ça sans avoir rien appris, c'est impossible. Et c'est vrai que ça retourne parce que on nous a sorti un narratif depuis des années sur cette guerre-là, et effectivement, le narratif n'est pas le même quand on lit des livres qui. Oui, si on peut résumer tout ça, en fait, Hitler voulait que tous les pays, que tous les Juifs qui vivaient en Allemagne soient répartis aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, etc., en Afrique, enfin partout où on peut les accueillir. Donc, je vous dis, il y avait 130 pays qui étaient, à qui la proposition a été faite, et ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé. Ne l'oublions jamais. Il y avait 150 journalistes à cette conférence. Oui, en plus, en plus, à la conférence d'Évian. Voilà. Ouais. Mais c'est bien, voilà, c'est un super livre. Les amis, je vous le conseille. On vous le conseille chez les mousquetaires. Vous savez que quand on vous conseille des livres, c'est que vous allez en apprendre et en plus, ça permet aussi de. Ça décoiffe.
Ça décoiffe, hein. Pour décoiffer, ça décoiffe. Eh ben, Pierre, si vous voulez avoir un dernier mot pour nos auditeurs, eh ben, vous dites. Écoutez, j'étais ravi d'échanger avec vous, bien qu'on ait eu quelques problèmes techniques, ça s'est résolu. J'étais ravi d'échanger avec vous sur ce livre parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, véritablement à donner la vérité au lecteur. Je pense que c'est la première chose qu'un auteur, qu'un écrivain se doit vis-à-vis de son lecteur. Voilà. Et je tenais à vous remercier pour m'avoir donné la parole. Et je donne rendez-vous donc à tous nos spectateurs et spectatrices sur quotidien.com. Et comme c'est les vacances, c'est comme chaque année, hein, vous pourrez m'offrir un verre, hein, voilà, un petit Rossini. Hein, voilà. C'est noté. C'est noté. Et n'oubliez pas que quand vous lisez des livres comme ceci, vous contribuez à la réalité de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, à un moment donné, on veut la faire disparaître pour qu'il n'y ait qu'une forme, qu'un seul narratif. Ouais. Et en lisant ce style de bouquin, vous maintenez un esprit critique sur la remise en question du narratif qu'on vous vend. Et c'est très important. Donc, continuez à le faire. Permettez à l'information de circuler, exactement. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Radio J, vous voyez, ils n'ont pas osé m'inviter pourtant. C'est ça pique un peu, ouais. Mais après c'est même dramatique pour eux parce que quelque part on leur a occulté une part de la vérité au détriment de l'émotion, quoi. On aurait pu leur construire l'histoire et leur expliquer la totalité de l'histoire au lieu de rester dans cet émotionnel, quoi. Mais bon, je comprends après que bon, c'est une histoire délicate parce que c'est vrai qu'il y a eu des drames, mais c'est bien d'avoir fait ce travail de l'avoir donné un peu plus dans sa totalité, on va dire, voilà. Écoutez, merci à vous, un grand merci. Un grand merci à vous, Pierre. Vous savez que vous venez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Écoutez, il faut vraiment qu'on essaie d'organiser quelque chose à Marseille, hein, c'est obligatoire. On va essayer de le faire cet été en plus, comme ça il fait beau. On va essayer. Ça sera mieux à la rentrée. Alors on fera la rentrée. De toute façon, je suis en contact avec Marie, elle me dit vos disponibilités, tout ça, et on voit ça ensemble. Et dès que c'est faisable, on se le fait. Okay. Ça marche. Je vous remercie. Merci Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Jovanovic. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, je vous remontre le livre, les amis. N'hésitez pas. Pierre Jovanovic, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, pardon. Je suis un peu fatigué ce soir. Aux éditions Le Jardin des Livres. Et vous verrez, sincèrement, ça dégage, quoi, ça décoiffe. Alors attendez, je me remets en trio. Ça décoiffe pas mal et c'est bien, quoi. Alors, on s'excuse, c'est vrai que des fois nos micros ils sont pas forcément de bonne qualité et c'est pas lié. Moi j'ai changé 3 fois de micro, j'ai toujours une qualité de merde. Donc, bon, non, celui-là il est bien, hein. Moi, je trouve que ça fait 2-3 jours là, que tu t'es écouté chez Borrelia et celui-là, là, tu es bien. Là. Mais donc on s'excuse, mais c'est pas une question de moyens. C'est pas, on peut acheter des bons micros et puis avoir un son de merde. Malheureusement, on s'en excuse si ça dérange certains. C'est pas, Ce qu'il faut écouter, c'est la qualité. C'est pas nous ce qu'on raconte, c'est la qualité des interventions de nos invités. Lui, il avait un super son, c'est suffisant. C'est lui qui est important, c'est notre invité qui est important, c'est ce qu'il a à nous apprendre, à nous dire, à nous communiquer. Et donc, c'est ce qui est le plus important. Et pareil sur le chat, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas forcément votre avis et qui est en train d'essayer de vous pousser à cliver quelque chose, laissez-le courir tout seul. Ne le ravitaillez pas. C'était pas méchant. Mais vous l'avez ravitaillé, c'est pas, il n'était pas méchant, mais ça risque de créer des petits trucs
qui vont vous cliver tous entre vous. Il faut pas, ça sert à rien. Vous le laissez, le mec, il va s'exprimer tout seul. À un moment donné, il va tourner en rond, il va en avoir marre, il va partir ailleurs. Voilà, parce que le mec, il n'était pas sur l'écoute de notre invité, il était sur une forme de, j'ai pas trop compris, mais il n'était pas sur voilà, il n'était pas là pour partager avec notre invité. Donc, vaut mieux le mettre de côté. Ouais, vaut mieux le mettre de côté, tranquille, et voilà. Tant qu'il n'est pas insultant, nous, on va pas le virer, mais laissez-le de côté. Voilà, c'est le mieux à faire, je pense. Après, voilà, c'était une petite parenthèse, juste. Bon, comme j'ai bien un peu suivi le chat, et je suis désolé pour ceux à qui j'ai pas pu faire remonter les questions. Il y a des fois, ça allait vite. Je remontais le chat pour essayer de les voir et je les trouvais pas, donc je m'en excuse. Et voilà, je suis désolé. Vraiment, j'aurais aimé faire remonter plus de questions, mais voilà, le temps que je note, le temps que je relise, voilà, il y en a qui sont passés. Je suis désolé. Oui, c'est vrai que c'est pas facile souvent en live d'être attentif, de relever les questions. On fait comme on peut pour les micros, pour les questions, pour tout. On n'est pas des professionnels, on est juste des bénévoles. On essaie à faire contribuer l'information, comme disait camarade Athos tout à l'heure, à faire découvrir des gens. Mais bon, c'est sûr que même moi qui ai un bon micro, des fois, il marche pas bien. Hein. Vous avez vu au début, pourtant c'est un micro de radio, hein, mais bon. Mais on en est désolé si ça, des fois, c'est pas audible, c'est pas de notre volonté. Voilà. En tout cas, moi, je me suis régalé avec ce livre parce que c'est vraiment une façon de comprendre l'histoire un peu plus dans sa. Au lieu de dire le méchant Hitler, alors oui, effectivement, hein, je défends pas Hitler, mais il y a des gens qui ont permis d'arriver là, qui ont même fait de l'argent hein, sur l'Holocauste et sa politique, et qui sont jamais dénoncés dans les documentaires sur RMC Découverte et voilà, bon, donc c'est bien parce que ça permet d'en apprendre que certains banquiers voilà, ont des choses à se reprocher. Et on voit de toute façon que l'argent mène aux guerres et finance des guerres, hein, parce que derrière les guerres, il y a toujours des banquiers, il y a toujours... voilà. Ben, les amis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je vais rajouter un petit truc vite fait. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que moi, j'avais lu une fois un commentaire qui disait que on n'avait pas le niveau pour recevoir Monsieur Jovanovic. Alors, très clairement, Monsieur Jovanovic a un niveau supérieur à nous, mais Monsieur Jovanovic, c'est quelqu'un qui aime faire comprendre, passer son message. C'est pas juste quelqu'un qui vient pour vendre quelque chose, il vient pour aussi élever le niveau parce qu'il a la capacité de prendre des gens qui sont un peu plus en bas et de les monter vers le haut. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Hein. Moi, j'ai pas de honte à dire que son niveau est supérieur au mien, au contraire. Mais je trouve ça super que que M. Jovanovic vienne, nous encourage, nous donne cette capacité de nous élever avec lui, hein, de le prendre par la main et de nous élever un peu dans cet univers-là. Et je trouve que c'est tout à son honneur. Donc effectivement, on n'est pas les professionnels, on a chacun notre niveau de compétence et on apprend tous les jours. Et grâce à ça, ça nous permet, nous aussi, de vous apporter, voilà, quand on s'élève, on essaye de vous élever avec nous. Et c'est, voilà. Donc, ceux qui vont venir ce soir, demain ou après-demain sur les commentaires dire la même chose, pensez à ça avant de venir me sortir cet argument-là qu'on est trop faible pour recevoir M. Jovanovic. C'est pas qu'on est trop faible, c'est qu'il nous apporte l'aide pour nous aider, nous, vous, à avoir une meilleure compréhension de la situation qui nous entoure. Pensez à ça. Moi, j'ai rien contre les critiques qu'on me dit ça, c'est pas le problème. C'est juste faut essayer de l'élargir et de comprendre aussi le mécanisme. C'est bien de vouloir apporter ça, permettre aux gens de venir en discuter pour que ces gens-là s'élèvent. Voilà, tu sais, pensez à ça. J'ai beaucoup de retours d'invités qu'on a eus, hein, comme Jovanovic ou d'autres, qui nous disent, qui m'ont dit au nom de nous trois, qu'ils aimaient bien venir chez nous parce que c'était convivial, c'était simple, c'était un peu comme entre potes, on discutait. Et effectivement, voilà. Et
Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur les invités et leur travail. C'est sûrement pas nous mettre en valeur. Moi, je sais que personnellement, je l'ai souvent répété, mais je sais que c'est valable pour vous aussi. On apprend au contact de ces gens. On n'est pas journalistes. Hein. On a juste une chaîne YouTube où on adore se retrouver entre amis, avec nos auditeurs, nos auditrices, nous trois, nos milady. Et quand on peut avoir des invités comme Jovanovic, ou d'autres, hein, on les reçoit avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si M. Jovanovic est revenu, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois. Voilà. Mais moi, les retours que j'ai eus, c'est souvent, on aime bien venir chez les mousquetaires parce que c'est bon enfant, c'est pas prise de tête, c'est simple. Et puis voilà, on passe un bon moment et on apprend et puis voilà. Donc, c'est vrai que s'il y en a qui veulent mettre des commentaires pour dire qu'on n'a pas le niveau, ça sera une perte de temps. Mais moi, j'imagine bien que personnellement, j'ai pas le niveau d'un monsieur Jovanovic. J'ai pas fait d'école de journalisme ou quoi. Et on n'a jamais prétendu ça en plus chez les mousquetaires. On a toujours prétendu vouloir faire découvrir des gens qui ne sont pas invités ailleurs ou qui sont censurés et à prendre même le risque de nous faire censurer, nous, pour les faire connaître. Donc, on essaye de faire de l'information à notre petit niveau. Voilà, on ne demande pas d'argent, on n'est pas payé, on est bénévole. Écoutez, on se fait plaisir et c'est l'essentiel. Et si les gens qui arrivent chez nous, qui viennent chez nous, sont contents, c'est l'essentiel. Voilà. Alors moi, dimanche, au cas où je ne serai pas là, ouais. Je vous propose quand même de faire le tirage au sort pour faire gagner. On va t'attendre. Sinon, voilà, si vous avez envie de le faire, peut-être que je serai là. Je serai dans le chat. Oui. Dans le chat, je serai là sûrement. En direct, c'est un peu moins sûr. Oui, non, mais si tu n'es pas là dimanche, on le fera une autre fois. C'est pas un souci. Ça marche. Mais c'est juste parce que j'y pense quand même à le faire gagner. Oui, non, on le fera quand tu es là, parce qu'en plus, c'est toi qui les as commandés. Bon, tu en as commandé 2, un pour toi et un pour nos auditeurs. Oui, mais c'est les mousquetaires qui ont commandé. C'est notre nom à tous. Hein. Toi, quand tu partages un bouquin, c'est un notre nom à tous. Quand on partage des choses comme ça, c'est un notre nom à tous. Oui, mais c'est le plaisir que tu sois là, de voir, mettons, un tel a gagné ou un tel a gagné. Tu vois, voilà, si on ne le fait pas dimanche, on le fera une autre fois. C'est pas un souci. Donc voilà. En tout cas, merci. Vous avez été très nombreux. Alors sur le chat, on a eu des fidèles, on a eu des personnes nouvelles que je remercie d'être passées. Et on a eu un petit nombre de visionnages qui est assez agréable. Vraiment, ça fait plaisir. Et puis, on sait que c'est dû à notre invité. On a vu tu as fait un teaser. J'ai vu les abonnements augmenter après le teaser qui disait Monsieur Jovanovic jeudi sur la chaîne des mousquetaires. J'ai vu les abonnements ping, 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 ping. On a pris 40 abonnements en 2 jours, un peu comme ça. 50 abonnements presque en 2 jours. Donc c'est hyper agréable. Et puis là, franchement, merci aux nouveaux, merci aux habituels, aux fidèles de la chaîne. Vraiment, merci pour votre participation très active sur le chat, encore une fois. Et puis, écoutez, passez toutes et tous une excellente soirée. Donc, merci à nos milady, merci à JCVD, merci à vous toutes et tous. Et merci à vous deux, mes camarades. Merci à tous. Aramis, vas-y, enchaîne. Hein. Ou enfin, à moins que tu enchaîne. Si tu veux faire des remarques aussi, vas-y. Hein. Non, pas du tout. Non, vous avez très bien parlé concernant les commentaires là, voilà, de certains auditeurs sur notre prétendu niveau, tout ça. Voilà, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Ça sert à rien d'en dire plus. Bon, voilà. Après, comme je dis toujours, chacun est libre de venir, de pas venir. C'est ça qui est bien. Donc, personne, on n'impose rien à personne. Ceux qui sont contents de partager des moments avec nous, on est très contents aussi de les partager avec eux. Ils sont les bienvenus. Et puis, ceux que ça intéresse moins, il y a d'autres il y a d'autres propositions partout ailleurs. C'est pas le choix qui manque. Donc voilà, mais c'est toujours un petit peu c'est la nature humaine quoi, de dénigrer un petit peu, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, c'est pas super important. Moi, ce qui m'importe à chaque fois, c'est que voilà, je vois dans le chat nos auditeurs, nos fidèles qui sont là, et puis il y a une bonne ambiance, et puis voilà, ça commente, et puis il y a des choses aussi très intéressantes. Et moi, tant que c'est comme ça, et tant qu'il
Ah, je crois que ça a coupé. Ou c'est moi. Tu l'entends, Aramis? Non, je l'entends pas. Ah, il est revenu. Voilà, il est là. Alors Ouais, là, je il y a suis là. deux Aramis, j'en fais tomber un. Attends. Là, tu Voilà. nous entends, Aramis? Oui, excusez-moi. Alors, oui, donc voilà, tant qu'on reste dans cette ambiance et voilà, comme tu as dit tout à l'heure, on n'a jamais prétendu être qui que ce soit, on fait ça bénévolement pour le plaisir, on donne de notre temps et tout le monde sait que c'est pas simple, hein, parce que voilà, le temps, voilà, mais en tout cas, c'est à chaque fois un plaisir et moi, voilà, c'est l'essentiel, le reste, je me focalise pas là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je voulais m'excuser parce qu'il y a effectivement un problème de réseau aujourd'hui, alors je pense que c'est dû au temps, parce que il y a eu du tonnerre et beaucoup d'orages là depuis début d'après-midi. Donc je pense que c'est lié à ça. C'est dommage que ça soit pendant l'émission Monsieur Jovanovic est venu, mais bon, c'est comme ça. Ça nous a pas empêché de faire une belle émission. Je pense que c'était très intéressant. Voilà. Et bien, je tiens à saluer tout le monde encore une fois. Une bonne soirée à toutes et tous. Et puis bientôt le général de la War. Voilà. Attention. Et puis un grand merci à vous, mes deux camarades. Et voilà, je vous embrasse tous. Merci les amis, merci à tous les deux aussi. Ben, à mon tour de remercier Nomileji, notre JCVD, tous les auditeurs et auditrices que j'ai pas salués. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés là maintenant. Un gros bisou à vous toutes et tous. Saluez les nouveaux qui sont passés. C'est un honneur de vous avoir eu et j'espère que vous reviendrez. N'hésitez pas à vous abonner, hein. On a des invités intéressants en perspective qui ne sont invités nulle part ailleurs, hein, comme le général de la War, mais qui ont une vue intéressante sur la géopolitique et notamment sur les guerres qu'on vit actuellement. Donc voilà. Encore un grand merci à vous, à mes deux camarades. C'est toujours un plaisir. À notre invité Pierre Jovanovic. Je remontre le livre avant d'envoyer le générique. Je vais faire comme ça sera plus simple peut-être. Attendez. Voilà, vous le verrez mieux. Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, aux éditions Le Jardin des Livres, Pierre Jovanovic. N'hésitez pas, c'est vraiment des livres, quand vous l'avez lu à la fin, vous êtes moins con. Voilà, comme on disait, il y a des livres où vous n'avez rien appris. Là, vraiment, c'est chapeau bas l'artiste même. Ben écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve donc dimanche pour de nouvelles aventures avec mes camarades Enomi Leji et vous, amis auditrices et auditeurs. On va se quitter avec un générique de notre ami Nadou. Bis à tous, prenez soin de vous.